Mais évidemment, un podcast sur la parentalité en partenariat avec Spa, ça a coulé de source. Et puis surtout, Spa a toujours fait partie de ma vie. C'était cette eau qu'on ne pouvait pas se permettre de gaspiller. Une des façons pour nos parents de nous dire je t'aime, de prendre soin de nous. Comme si, en nous servant un verre d'eau Spa, ils nous murmuraient on vous donne le meilleur parce qu'on vous aime et qu'on veut vous protéger. Alors évidemment, c'est cette eau-là que je donne à mon fils depuis qu'il est en âge de boire de l'eau. Et vous savez quoi? Cette bouteille bleue iconique me rassure. J'adore la voir trôner fièrement dans notre maison, un peu comme une Madeleine de Proust, symbole de souvenirs doux et rassurants. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà vécu ce moment? Celui qui a tout changé. Celui où votre bébé est né, où en même temps, vous avez senti naître en vous un instinct de protection. Cet instinct de vouloir être là, tout le temps, pour votre enfant, pour toujours. Cet instinct, c'est l'instinct de protection. Vous voyez exactement de quoi je parle, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que Spa le connaît aussi parce que eux aussi protègent. Ils protègent l'eau de Spa, bien sûr, et la nature autour de leur source. Depuis 1889, ils font tout pour protéger leurs sources de toute forme de pollution et préserver la pureté de leur eau. Une eau pure pour vous, pour vos enfants et pour les générations à venir. Parce que boire mieux, c'est vivre mieux. Et si vous voulez en savoir plus sur l'instinct de protection, je vous invite à consulter le site internet de Spa sur spa.be. Je tiens à remercier une fois de plus Spa de soutenir le podcast. C'est un véritable honneur de collaborer avec une aussi belle marque et qui résonne profondément avec mes valeurs et fait tellement de sens. Bonjour, je m'appelle Axel Balieu et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast belge qui lève le voile sur vos réalités de parents. Ici, on rassure, on déculpabilise, on informe. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Chaque histoire, chaque discussion partagée peut aider d'autres femmes, d'autres hommes à se sentir moins seuls. Alors, ensemble, tissons des liens, brisons les tabous et faisons bouger les lignes. Ici, chaque voix, chaque histoire compte. Installez-vous et embarquez avec nous dans cette discussion. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés une femme lumineuse, une chercheuse, une professeure, mais surtout une âme profondément humaine. Une femme qui conjugue la rigueur de la science avec la force du cœur. Loredana, c'est l'intelligence et la douceur réunies, la raison et l'émotion qui cohabitent en équilibre. Elle vient d'une famille italienne, où la famille, les traditions et l'amour sont les piliers de la vie. Chez elle, on parle fort, on rit fort et on aime fort. Et c'est avec ces racines-là qu'elle a bâti sa route à la fois exigeante et pleine de sens. C'est sur les bancs de l'université qu'elle rencontre la personne qui deviendra son mari, un collègue, un complice, un partenaire de vie. Ensemble, ils forment un duo soudé, rationnel et passionné, unis par la recherche, mais surtout par l'amour qui les unit chaque jour. Leur vie s'écrit à deux, et puis quelques années plus tard, à trois, avec la naissance de leur premier enfant. Ce sont des années intenses, entre thèse, nuit blanche et couche, mais baignées d'un bonheur simple, d'un cocon d'amour, même au cœur de la tempête du Covid. Et puis un jour vient l'envie d'avoir un deuxième enfant, mais tout ne se passe pas comme prévu. Une douleur, un doute, un aller-retour à l'hôpital, et soudain, la vie qui ne tient plus qu'à un fil. Un accouchement d'extrême urgence, un bébé qui arrive trop tôt, un bébé qui est encore trop petit pour affronter le monde qui l'entoure, des médecins qui annoncent le pire, moins de 5% de chances que leur fille puisse un jour marcher, voir ou encore vivre en pleine conscience. Mais pour Loredana et son mari, chercheurs dans l'âme, 5% c'est une chance. C'est une chance à saisir, à cultiver et à défendre. Commence alors un combat fait de nuits blanches, de larmes, de prières et de science. Un combat d'amour, de persévérance et de foi. Celui d'une mère et d'un père qui refusent les pronostics, d'une femme qui croit en la vie plus fort que tout. Cet épisode, c'est celui d'une renaissance, d'un courage qui défie les statistiques, d'un espoir qui ne meurt jamais. Bref, je n'en dis pas plus et je laisse place à l'épisode. Bonjour Loredana. Bonjour Axel. Je suis ravie de t'avoir au micro de Planète Daron aujourd'hui. Ravie que tu acceptes de partager ton histoire qui est bouleversante au corps médical, comment on gère, comment on avance. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par te demander de te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Tu te présentes de la manière dont tu le souhaites finalement.
Ok. Eh bien, donc, je m'appelle Loredana, j'ai 35 ans. Je suis sportive, 4-5 séances de sport par Ah oui, semaine. quand même. Ouais, du run et des séances à la maison, HIIT, workout, enfin, voilà, renforcement musculaire. Ça fait du bien et puis ça permet aussi d'occuper l'esprit. Mariée, 2 enfants. De manière générale, je dirais que voilà, je me définirais comme bien dans mes baskets. Ok. Et alors, sinon, à part ça, côté professionnel, je suis prof à l'UNIF de Mons et je suis prof de finance. Ok, Et prof donc, de finance, voilà, ça rigole pas. je m'éclate comme ça. Prof de finance à l'UNIF. Est-ce que ça a toujours été un rêve? En fait, je pense que je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie de manière générale. Par contre, j'ai toujours aimé transmettre, enseigner, enfin, pas enseigner, mais transmettre, véhiculer un message et partager quelque chose. Quand j'ai entamé l'UNIF, en fait, ça s'est très vite concrétisé parce que j'étais celle qui expliquait aux copains, copines, et je voyais que je prenais beaucoup de plaisir à reformuler, à vulgariser les choses. On m'a vite proposé de faire une thèse de doctorat, et donc voilà, le chemin s'est vite dessiné, mais je pense qu'enfant, non, je ne savais pas, je me prenais juste pas la tête, on verra quoi. Ok, une thèse de doctorat. Oui, parce que du coup, pour être prof à l'UNIF, il faut forcément, obligatoirement faire Oui, un doctorat. Ça, c'est obligatoire. oui, c'est obligatoire. Ok, et tu as fait une thèse sur quoi, si je peux te demander? Oui, bien sûr, j'ai fait une thèse sur la thématique des faillites, des Ok, faillites d'entreprise. passionnant. Ouais, c'est passionnant. Je pourrais t'en parler aussi pendant des heures. On fera un autre C'est pas le épisode. sujet, mais... Ah ouais, ok, donc très cartésienne finalement. À la base, oui, très cartésienne et très scientifique parce qu'on a tendance à l'ignorer. Mais en fait, un prof à l'UNIF, enseigner, c'est à peu près 30% de son temps de travail. Ah oui. Le reste du temps, on est surtout des chercheurs scientifiques. Est-ce que tu peux nous expliquer de quel contexte familial tu viens et quelle petite fille tu étais? Ah, alors, contexte familial, je suis issue d'une famille ouvrière, tout à fait classique et tout à fait normale. Moi, j'ai la chance de dire que je viens d'une famille normale. Des parents, voilà, normaux, bienveillants, aimants, des parents entrepreneurs, donc qui ont toujours beaucoup, beaucoup travaillé. La vision de mon papa, qui travaille d'ailleurs encore aujourd'hui beaucoup, ça fait 35-36 ans qu'ils ont une entreprise, donc Ah oui. voilà, depuis toujours, hein, j'ai jamais connu que ce modèle-là. Et donc finalement, tu baignes dans l'entrepreneuriat, dans les Oui, finances depuis toujours. oui, oui, voilà. Donc, c'est un monde qui m'est connu. Et maman qui fait les papiers de la société, mais donc qui bossait depuis la maison et beaucoup plus disponible. Ouais. Voilà, maman câline, bisous, etc. Donc, on a évolué, j'ai un grand frère, on a évolué, lui et moi, dans un environnement bienveillant, plein d'amour, des parents quand même fort occupés. Et donc, on avait aussi pris l'habitude de grandir ensemble avec mon frère et de jouer ensemble. Mais voilà, un contexte familial tout à fait tranquille et qui m'a permis d'évoluer en fait sereinement et Avec des bases solides. avec des bases solides pour faire de moi un adulte qui finalement n'a pas forcément besoin de guérir de tout un tas de trucs de l'enfance, quoi. Ah bah, c'est chouette de l'entendre aussi. C'est chouette de l'entendre aussi. Et quand tu étais petite, tu rêvais de quoi? Est-ce que tu rêvais de faire comme papa et maman? Tu rêvais Non. d'exercer quel métier? Le métier, je ne sais pas. Je pense pas que j'avais déjà d'idées précises de ce que j'allais faire, mais en tout cas, pas suivre leur chemin. Ok. Alors, c'est une entreprise dans la construction, donc forcément, je ne veux pas forcément mettre une étiquette. Je pourrais, mais ça ne m'intéressait pas. Mais je ne savais pas. Mais par contre, je ne me prenais pas la tête avec ça, parce que j'ai toujours eu l'étiquette de l'intello. Ok. Ouais, ça m'allait bien. Ok. Voilà, T'étais contente En fait, je m'en fichais. Ah ouais. Parce que peu importe ce qu'on me disait, ben ouais, et... Et alors? Ouais, Tu as et des bonnes alors, notes. ouais, et alors je gère. Il y a un problème avec ça. Moi, j'en ai pas. Oui, et en plus, tu n'étais jamais contre aider les Ah non, autres. non, Oui, non, c'est non, ça. non, parce que j'étais la sportive et l'intello et en même temps la bonne copine. Donc voilà, en fait, je ne garde finalement que des bons souvenirs de cette période de mon enfance où le plus gros défi que j'avais dans ma vie, je pense, c'était, tiens, aujourd'hui à l'école, on joue à la marelle, on joue au foot. Ah oui. Voilà, donc chouette. J'ai fait des études en gestion parce que ça m'intéressait, mais aussi parce qu'il y avait un côté assez large où ça t'ouvre plein de portes et pas juste une. Et comme je ne savais pas encore bien ce que je voulais faire, c'était finalement le bon compromis. Ouais. Et puis finalement, j'ai trouvé ma voie. Je me suis éclatée pleinement dans ce que je faisais.
J'y suis encore. J'y suis De l'autre encore. côté, mais j'y suis encore. Maman est encore à l'école. Enfin, probablement jamais quitté l'école. Probablement pas, non. Et à quel moment tu rencontres mais l'amour de ta vie, ton mari, Ah ben, sur à les bancs de l'UNIF. l'école? Ah bah oui. Mais non, pas Ah. sur les bancs de l'école, en tant que collègue. Ok. Donc, il bosse là aussi, hein, c'est toujours le cas. Mais en tant que collègue, c'est là que je le rencontre. Et donc, on est juste collègues. Puis, on devient rapidement potes parce qu'en fait, l'ambiance à la fac, elle est vraiment elle est super. On mange tous ensemble temps de midi, moment de partage sympa, on apprend à se connaître. Et forcément, on apprend à se connaître un peu mieux. On se rend compte que ça matche plutôt bien. On est sur la fin d'une relation, lui et moi. Donc, finalement, on laisse décanter un peu les choses. On apprend à se connaître. On fait les choses bien et puis on se met ensemble. Et là, en fait, c'est l'évidence. Ouais. Voilà. Finalement, tu sais ce que tu veux, mais tu sais surtout ce que tu ne veux pas Voilà. avec c'est l'âge. ça. Et comment votre histoire d'amour évolue? Alors, ça évolue assez rapidement. En fait, c'est naturel, c'est fluide. On emménage assez rapidement, au bout d'un an, quelque chose comme ça. Parce que déjà, on est plus grand, donc c'est vrai que ça va plus vite. Et puis, on a des espèces de certitudes comme ça, où en fait, on ne se prend pas la tête, on fait les choses. Et j'ai pas de questionnement sur l'avenir comme je pouvais en avoir plus jeune. J'ai ces espèces de certitudes, ça vaut ce que ça vaut, mais Ouais. voilà. T'es sûre de toi de manière Je suis générale? sûre de moi de manière générale, mais là, voilà, je sais, j'ai la sensation que je sais. Et puis, la demande en mariage tombe, Ouais. voilà. C'était quelque chose que tu voulais? Oui, mais que j'attendais pas forcément. Ok. Et donc, si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça vient pas. Ok. C'est venu. J'étais contente. Je pouvais porter la robe blanche. C'est chouette. Donc, on se marie. Et puis, déjà, bien avant le mariage, on avait ce projet bébé. Ton rapport à la maternité, comment il a évolué? Est-ce que petite, tu te voyais maman, mais plutôt ambitieuse, j'imagine quand même, Mhm. mais tu rêvais d'une famille, maman, papa, 2 enfants, tu rêvais de quoi? Oui. D'aussi loin que je me souvienne, je pense que j'ai toujours voulu des enfants. J'ai d'ailleurs toujours aimé les enfants. Je jouais à la poupée, mais je jouais aussi aux petits soldats, en fait. Avec mon frère, on se partageait les choses. Et donc, je pense que ça a toujours été clair. Et à mon avis, il y avait une espèce d'inconscient de reproduire un schéma familial. Papa, maman, le garçon, la fille. Et d'ailleurs, j'ai reproduit ce T'as reproduit, schéma ouais. familial au final. Mais j'étais pas pressée. Ok. J'ai jamais ressenti cette espèce d'horloge biologique, il faut un enfant. Je savais que je voulais être maman, mais j'étais pas pressée du tout, du tout. Et je pense que j'en avais même jamais parlé avant, dans les relations précédentes. C'était pas Un sujet. C'était pas un sujet. C'était même pas un sujet, c'était pas le moment. Et puis quand j'ai commencé la thèse de doctorat, fameux projet. Ouais. Et donc là, focus sur la thèse. Ça dure combien de temps une thèse? Moi, j'étais assistante en parallèle, donc 6 ans. 4 ans quand on n'a pas le côté assistanat et 6 ans avec... Ouais, donc tu refais limite un cycle universitaire. C'est un 3e cycle, ça s'appelle d'ailleurs un 3e cycle. Ouais. Donc je m'étais dit, focus sur la thèse en fait. Sauf que, en fait, on s'est posé la question et il n'y a jamais de bon moment. Le bon moment, c'est le moment où tu le décides, où tu te sens prêt. Et j'étais prête. Et vous êtes mariés pendant la thèse? On s'est mariés pendant la thèse et bébé est arrivé pendant la thèse. Ah ouais. Et alors, ça, c'était une surprise ou c'était... C'était pas une surprise, c'était voulu. C'était voulu. Ah oui, j'étais après prête, le mariage, j'étais décidée. Après le mariage, on s'est dit maintenant c'est la place au bébé et bébé est arrivé vite. Vite. Au bout de combien de temps, la première fois? On s'est mariés fin juillet et j'étais enceinte début septembre. Ah génial. Donc je pense que oui, on peut dire que c'est arrivé vite. Donc tu étais hyper contente de l'apprendre, tu te rappelles? Oui, je me rappelle. En fait, je l'ai apprise, j'étais enceinte d'une grosse semaine seulement. Donc, je l'ai appris très vite aussi, très tôt plutôt dans la grossesse. Je devais aller faire une radio du thorax. Je ne veux pas raconter de bêtises, mais je crois que j'avais encore fait une pneumonie. Je suis sujette aux pneumonies, soit. Et je devais faire une radio du thorax. Et donc, j'arrive dans la cabine avec mon petit papier. Et je dis à la dame, mais vous pensez que je peux? Parce que, voilà, avec mon mari, on essaye d'avoir un enfant. C'est le tout début, donc je ne pense pas que je sois enceinte. Mais elle me dit, madame, par précaution, montez quand même au service gynécologie et allez demander une prise de sang. Donc, c'est ce que je fais. Et là, on attend les résultats. Et en fait, la médecin au téléphone, elle me dit, voilà, vous avez un taux de bêta-HCG de 184.
Ok, super. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Ah, tu quoi? savais pas? Je savais pas. Je savais pas. Enfin voilà, maintenant 2 enfants, oui, mais là Oui. je savais pas. Et elle me dit: «Bah, téléphonez à votre médecin, moi je suis pas là pour interpréter». OK. Donc je Super. téléphone à ma médecin Qui et répond. donc oui, qui répond, donc j'ai du bol et elle me dit: «Bah, félicitations!» Et donc là, en fait, je débarque un peu en disant: «Ah donc je suis bien enceinte, je suis enceinte?» «Oui, oui, félicitations». OK, je raccroche et Guillaume qui me dit: «Mais ça veut dire quoi 184?» «Ben, ça veut dire quoi? Je suis enceinte, ça a marché!» Donc c'est voilà, c'est comme ça qu'on l'a Donc, appris. pas de radio du thorax. Pas de radio du thorax pour moi et en fait, je pense que j'ai même dû oublier que j'avais mal aux côtes. Ah ouais, sans blague. Tellement j'étais contente. Et comment tu entreprends, tu investis cette grossesse avec ton mari, comment elle se passe? Top, super. Peu de temps après, on part avec bébé en voyage de noces en Thaïlande, Voyage de noces sur un petit nuage. sur un petit nuage. Vraiment. On profite pleinement et en fait, j'ai la chance d'avoir une grossesse extraordinaire. Je suis en forme, je n'ai pas les symptômes, les nausées, les vomissements, etc. Rien du tout, en super forme. Je continue d'ailleurs d'être active, de faire du sport. Seul petit point noir de la première grossesse, c'est qu'à un moment donné, tu dois faire le test du diabète. Ouais. Et là, c'est positif. Ah merde. Donc, quand même pas mal d'inquiétudes, je fais super attention. Processus s'enclenche, tu dois voir une nutritionniste, etc., qui me fait une espèce de plan alimentaire qui finalement est moins bien que ce que je fais. Ok. Parce que je mangeais déjà sainement, peut-être pas parfaitement équilibré, mais je mangeais sain. Et par exemple, elle préconise des petits lus pour le 4 heures alors que je mange une pomme. Ouais. Donc je me dis, bah, c'est quand même bizarre. Ouais. Alors est-ce que c'était un fou positif? Je ne le sais pas, je ne le saurais jamais. Mais je faisais attention, donc il y avait une petite zone d'inquiétude quand même à ce niveau-là. Mais sinon, à part ça, grossesse en fait plus que parfaite. Ah ouais. Vraiment. T'étais contente d'être enceinte? Ah oui, j'ai adoré. T'as adoré? Ah oui, j'ai adoré être enceinte, vraiment. Je me sentais belle, rayonnante. Je portais la vie, c'était mon petit bébé qui était là. J'aimais toutes les sensations, j'aimais partager ce moment avec lui. On vivait à deux, il était là et en fait, il était à moi, il était rien qu'à moi pendant cette période. J'ai adoré. J'ai adoré ça, quoi. Mignon. Ouais, j'ai adoré ça. Tu fais des prépas à l'accouchement particulières? Pour le premier, oui. On fait, c'est la préparation aquatique, Ouais. prénatale aquatique. Ok. Et donc, c'est surtout des exercices de respiration et de relaxation. T'avais envie d'accoucher d'une manière particulière? Non. 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 T'avais pas un plan de naissance? Je Non. ne veux pas de péridurale. Non. Pour la deuxième, oui. Ça ne va pas passer non plus comme prévu, mais pour la deuxième, oui. Mais pour le premier, non, je voulais juste accoucher et rencontrer mon petit bébé. Voilà, je te posais pas de questions. Non, je ne me posais pas de questions. Ok. Non. Et l'accouchement, comment il se passe? Alors, j'ai dit j'avais une grossesse magnifique, mais pas les accouchements. Ah je non. ne suis pas faite pour accoucher. Je suis faite pour porter les bébés, Ok. mais pas pour les pondre. Ok. Voilà. Non, ça, c'est pas pour moi. Il était en retard, donc on avait programmé l'accouchement. Et là, on le déclenche. Une pilule, ça marche pas. 2 pilules, ça marche pas. 3 pilules, ça marche pas. C'est long. On fait le processus où on va, je te passe les détails, mais avec une espèce d'aiguille à tricoter pour aller percer la poche des os. Finalement, on ne retrouve pas la poche des os, alors que ça fait des heures que je suis assise sur le lit. Là. Comment ça, il ne retrouve pas Pendant l'examen médical, il la sente, puis elle a disparu. Alors moi, j'ai ma propre analyse de la situation, mais moi, je ne suis pas médecin, donc voilà, je ne suis pas spécialiste. Puis finalement, ça ne marche toujours pas. Enfin, tout ça dure assez longtemps. T'as pas de contraction, en fait? J'ai pas de contraction, pas encore. Puis ils font l'espèce de stripping, je pense que ça s'appelle, le décollement de la membrane, là, à vif. Ça, c'est quelque chose quand même. Hein. Ça, c'est quelque chose quand même, oui. Puis les contractions se déclenchent. En fait, ce sont des contractions chimiques. Ah oui. Donc les fausses Ils te donnent de l'ocytocine, en fait, exactement, en perfusion. Voilà. Et là, en fait, ce sont des contractions hyper régulières. Ouais. Donc, toutes les minutes, j'en ai une. Et toutes les minutes, là, tu vois la petite montagne, mais en fait, tu vois pas le sommet de la montagne tellement elle est balèze. Elle est forte. Et c'est comme ça toutes les minutes. Sauf qu'en fait, l'accouchement, il dure 36 heures. Et que dans 1 heure, tu as quand même 60 minutes. Dit comme ça, voilà. Mais c'est long quand tu as mal. Et donc, ça dure. Mais il donne la péri quand même à un moment donné. Oui, à un moment donné, mais tout à la fin, j'ai la péri. Parce que tu peux pas l'avoir trop vite, sinon en fait ça retarde aussi l'ouverture, donc c'est pas une bonne idée. Donc toi tu as un col bien fermé et qui bouge pas, quoi. Et qui bouge pas. Et donc c'est long et à chaque fois des contractions de la mort dingue, et il y a rien qui se produit. Et donc là c'est le stress total.
Ça dure assez longtemps et puis finalement je suis fatiguée, mais le petit aussi. Et donc on voit sur le monito qu'il commence à pas aller bien. Et donc ils mettent des capteurs, détresse cardiaque, respiratoire. Donc voilà, on me dit grosso modo là vous avez une demi-heure pour accoucher. Si vous accouchez pas, en fait on va aller faire une césarienne. Comme donc, si c'était de ton ressort. Voilà. Oui. Et donc ils sortent. Je pense qu'ils voulaient juste en fait nous laisser un peu de C'est temps ça. pour qu'on digère l'info. Mm. Et là, en fait, on parle à bébé en lui disant, mais viens, en fait, on t'aime, tout va bien se passer, je te promets, tu vas venir, mais dans une super famille, il y a tout pour toi qui est prêt à la maison. Viens, viens, on t'en supplie, viens. Ils reviennent et ils font quand même la visite. Et en fait, j'étais genre à 8 cm. Ah, génial! Ça, c'était passé genre de 3, 4 à 8 comme ça, Incroyable. en 30 minutes, alors que ça faisait des heures et des heures. Et donc, bébé avait décidé de nous écouter et Comme quoi, d'enclencher. le psychologique, Comme quand quoi, même, en fait, parfois, ça marche, ouais. ça marche. Et j'ai accouché par voie basse et bébé est arrivé, on allait le chercher quand même avec des ventouses. Il y avait le cordon qui était... Non, mais c'était le côté un peu inquiétant, détresse cardiaque et respiratoire qu'il fallait, il fallait le sortir assez rapidement. Mm. Et puis là, je déchante un peu parce qu'il sort, il va pas très bien. Et donc, je me souviens qu'il le prenne, il le penche vers moi pour que je puisse l'embrasser. Donc, je suis vraiment épuisée au bout de 36 heures et j'essaie de me lever pour l'embrasser, mais voilà, je vais pas assez vite. Et puis, ils partent. Et toi, en fait, tu restes là, les 4 fers en l'air. Ah ouais? Ça dure des heures, Ah ouais. mais c'est pas vrai. Parce que Mais t'as après, l'impression. mon mari est revenu et lui, il m'a dit que ça faisait genre 10-15 minutes qu'il était parti. Donc, c'est pas vrai, ça a duré des heures. Mais toi, t'as l'impression. Mais moi, j'ai l'impression que ça évidemment. dure des heures. Et en fait, tu dis, il va bien, il a envie, il n'est pas envie, enfin, inquiétude totale. Et il allait bien. Enfin, il avait un petit pneumothorax, il était dans sa petite bulle en néonate, mais il allait bien. Et peu de temps après, je suis allée le rejoindre et puis je ne l'ai plus quitté. Il est vite sorti de la néonate. Et donc là, notre fille à 3 a commencé. Et puis tout allait bien dans le meilleur des mondes, quoi. Ouais. On a passé ce petit épisode un peu moins cool, mais ça a été vite. Et on est rentré à la maison et c'était le bonheur. Et c'était le bonheur. Et Ouais. gérer la thèse et ce nouveau-né, c'était... C'était un challenge. Ben oui, parlons-en. C'était un challenge. Parce que mentalement, enfin, tu vas au mental, là, quand même. Ouais, c'est dur parce que ça demande beaucoup d'investissement, Mais oui. sachant que Taël n'était pas un petit garçon qui faisait ses nuits. Mm. Il a commencé à faire ses premières nuits vers l'âge de 5 ans. Oui, mais donc tu me dis, tout va bien, mais quand même, il n'a pas dormi. On pendant est 5 ans. défoncé de fatigue, et la fatigue, c'est une torture. Ah oui, c'est une torture. C'était un instrument de torture à l'époque, Ah, bien d'ailleurs. évidemment, donc, oui. c'est une torture. Mais en fait, tout va bien parce qu'il est là, il va bien, et on est heureux. Oui, mais fatigué. Malgré tout ça, on est épuisé, mais on est heureux. Et la thèse, en fait, finalement, c'est des hauts et des bas. Il y a des périodes où tu cherches, tu trouves, hein, comme on en rigolait tout à l'heure, voilà, et tout va bien, enfin, t'écris, et c'est fluide. Et il y a des jours où, en fait, t'as écrit pendant 2 jours et en fait, t'effaces parce que ça va pas et c'est Mais nul. ton cerveau, Ah oui. t'as le mommy brain en plus, juste après, Ouais. et tu Ouais. dois écrire une thèse, des choses sérieuses, Oui. hyper rationnelles. Exactement. Et voilà. Et puis il y a les colloques, le côté on va à l'international, présenter sa recherche devant les pairs, etc. Et donc on Donc, dois partir. voyageait beaucoup, mais quand le petit était compliqué, ce déchirement n'a pas été évident. Alors après, ça faisait du bien parce que ça te permettait aussi de prendre récupérer. un peu l'air, de dormir. Tant pis pour Nanou. Tu partais avec ton mari. Mais oui, souvent on partait ensemble, donc ça nous permettait de Lui, nous est chercheur retrouver. aussi. Exactement, oui. Ah oui, Donc ça les nous gars, permettait ah en ouais. fait de prendre un petit moment à deux pour dire en fait on n'est papa-maman mais comme on essaie quand même de continuer à exister en tant que mari et femme, de prendre un petit moment à nous et de continuer à avoir cette vie professionnelle qui nous apporte aussi énormément personnellement. J'imagine que c'est quand même ça qui vous a permis, en tout cas, de vous souder, de pouvoir Oui. respirer et de pouvoir traverser quand même Oui. la torture du manque de sommeil pendant 5 ans. Oui, oui, oui. Mais à part ça, ça roule et tu arrives à écrire tes différentes thèses. Oui, et je clôture ma thèse de doctorat en pleine pandémie, sinon c'est pas drôle. Non, sinon c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Et donc, je défends ma thèse de doctorat en juin 2020. Sauf qu'en fait, les mois qui précèdent la fin de la thèse, c'est les mois les plus hard. C'est vraiment les mois de rédaction intense. Tu fais ta défense privée avant la défense publique, la belle défense devant tout le monde avant à la privée, où là, les membres du jury, c'est un peu le côté, pas qu'on te massacre, mais on te passe vraiment sur le grill. Et puis, tu dois faire toutes les fameuses corrections qu'ils attendent. Tout ça en pleine pandémie. Donc t'as pas de crèche, tu dois t'occuper de ton enfant. Il n'allait pas à est la chez crèche, toi. il était chez les grands-mères. Et là, du coup, en fait, au départ, on ne sait pas trop ce que c'est cette crise. Ah oui.
On est confiné à la maison et ils disent que les personnes âgées sont plus sensibles et donc les parents sont pas vieux, hein, mais t'as peur. Et donc finalement, on est confiné à la maison à 3. Et tu dois écrire. Avec un petit qui en 2020 a 2 ans. Donc à 2 ans, en fait, on a beaucoup de demandes, de questions et besoin de maman. Et donc en fait, j'ai fait comme j'ai pu. T'as fait comment ? Papa était là, donc papa me soulageait dans la mesure du possible. Et en fait, c'était génial. J'ai vu ça comme une opportunité, c'est-à-dire que je travaillais tout autant, mais différemment. Je travaillais aussi pendant les siestes, je travaillais le soir. Mais en fait, j'étais heureuse pendant cette période. Bon, je fais abstraction du côté catastrophe qu'il y a eu, mais j'étais heureuse parce que j'ai profité de mon enfant différemment. Oui. Boulot, et on fait comme on peut et on s'en occupe. Mais bon, voilà, pendant qu'on est au boulot, il est chez les grands-parents, etc. Et là, en fait, j'avais mon petit garçon rien que pour moi. Et donc, j'ai vraiment pleinement profité de lui. Et je bossais quand je pouvais. Et papa prenait le relais pour la période de rush. Et en fait, on s'est réinventé et on a réorganisé la manière de faire les choses. Et c'était bien aussi. Ah bah oui, mais incroyable. C'était bien. Et donc cette thèse, tu lui niques sa race. Exactement. Ouais, c'est derrière, je suis docteur et c'est chouette. Ok. C'est fait. Et c'est là où vous décidez de vous engager dans une nouvelle fois dans cette nouvelle aventure. Pas tout de suite. Ok. Pas tout de suite. On profite, on vit les meilleurs moments de notre vie avec le petit. On est super heureux. Et en fait, on parle d'un autre enfant et les grandes questions se soulèvent. Est-ce que c'est le moment ? Alors que pour le petit, c'était une évidence. On a envie, mais du coup, ça veut dire qu'on aime tellement notre premier et on fait tellement tout pour lui qu'il faut partager. Et en fait, moi, j'ai un grand frère, donc être 2, ça me paraissait évident. Mais mon mari est enfant unique. Et donc, pour lui, c'était compliqué, la notion de fratrie. Oui. Et il ne comprend pas, il ne l'a jamais vécu. Il ne l'a pas vécu. Et donc, je disais, mais ce que tu partages avec ton frère ou ta sœur, quand tout se passe bien, mais c'est intense, c'est génial. Tu as un meilleur ami pour la vie, quelque part. Tout à fait. Et lui, il me disait, mais ça veut dire que je vais devoir partager. Et alors que mon fils mérite tout. Ouais. Il mérite tellement tout, partager... Alors qu'il mérite tout, c'est pas juste. Ouais. C'est pas juste. On va lui faire quelque chose et on va lui imposer quelque chose qui est pas juste. C'est mignon en vrai. C'est mignon en vrai. Ouais. Mais on partage pas tout à fait le même avis, donc je me dis ok. En fait, c'est que c'est peut-être pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Mais je reste quand même avec ces petites idées en me disant je vais revenir avec ça un peu plus tard. Toi, t'avais très envie. Parce que moi, j'avais très envie d'avoir ma petite fille et j'étais convaincue que la petite allait arriver. Parce que pour le même prix, t'avais un garçon. Ouais, mais je savais que c'était une fille. Voilà, sûre de moi. Sûre et certaine que ma petite fille allait arriver. Et puis, on en parle. Je ne sais plus très bien comment ça vient. Mais Taël commande une petite sœur. Ah oui. Voilà. Et donc, Taël passe la commande. Je pense que ça aide à convaincre papa. Est-ce que vous avez eu vraiment ce moment de discussion où vous dites « Ok, maintenant, on y va » Oui. Ah ouais. Oui, on a eu ce moment, on s'est dit maintenant... on y va, on est prêt, il était prêt et pareil, ça a pris genre 2-3 mois. Voilà. On était décidés, l'univers a décidé aussi avec nous et c'est arrivé vite. Et comment ça se passe pour cette deuxième grossesse ? Déjà, comment tu apprends que tu es enceinte ? J'apprends que je suis enceinte, je suis pas très bien, on est le 31 décembre. J'ai des petits tests de grossesse à la maison, c'est les petits tests pipi là. Oui, tout à fait. Je fais le test, c'est positif. Génial. Comme j'avais vu mon gyné peu avant, il m'avait déjà fait le document pour aller faire la prise de sang. Donc, je vais au centre de médecine pas loin de la maison qui est ouvert. Je vais faire la prise de sang et puis je me dis, on apprendra pour la nouvelle année si c'est positif ou pas. Et en fait, mon gyné bossait. Et donc, il m'a téléphoné le jour même en me disant « Madame Cultrera, félicitations, vous êtes enceinte ». Donc, on a fait le bisou du 31 décembre en sachant que la petite crevette était là. Oh, petit chou. Ouais. Et cette grossesse-là, comment tu l'entreprends ? Un peu différemment ? C'est la même grossesse ? Comment ça se passe ? Je l'entreprends de la même manière dans la mesure où j'ai à nouveau beaucoup de chance. Je suis en super forme. Je suis juste plus fatiguée parce que... Mais tu peux pas te reposer ? Je peux pas me reposer. Je me souviens les premières semaines où tu es un peu épuisée. Un peu beaucoup même. Oui, mais ça m'arrivait de faire des siestes avec le premier. Je pouvais me le permettre. En même temps, je devais m'occuper de moi, juste de moi. Ouais. Là, non. Et donc là, c'était un peu plus compliqué. Donc je me souviens que j'étais plus fatiguée.
Mais à part ça, à nouveau, en fait, super grossesse, j'ai continué mes séances de sport adaptées, sans impact, etc. Je mangeais bien, tout allait bien. Parfait, en fait. 0 zone d'ombre. Ok. Jusqu'au jour où tout a basculé. Oui. Et 0 zone d'ombre, vraiment. Ok. Mais par contre, j'ai un plan, un projet de naissance, et donc j'en parle un petit peu avec le gynécologue. En grosso modo, j'avais lu pas mal de choses sur le clampage tardif. Ah oui. Et donc, on avait parlé de ça. Et on avait parlé un peu, c'est de l'isothérapie placentaire. Ah, ça, je connais pas. Qu'est-ce que c'est? L'idée, en fait, c'est de se servir du placenta pour faire ensuite de l'homéopathie, Ah oui. qui peut servir pour l'enfant, mais qui peut servir aussi pour la fratrie au sens large. Ouais. Comme Et j'aime c'était quoi bien ton plan? l'homéopathie, ben voilà, je m'étais dit, ça peut être sympa Mais du coup, concrètement, l'idée, c'est de prendre le placenta, donc de récupérer de récupérer. ton placenta, et Voilà. après, qu'est-ce qu'ils en font? Il le traite, enfin voilà, il passe dans un processus pour in fine pouvoir le transformer soit en gélule que tu pourrais prendre, ou là, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir des espèces de petites granules de sucre là, d'homéopathie pour pouvoir donner à la petite pour le jour où elle a un rhume, où elle est un peu malade, etc. C'est vraiment le côté renforcement immunitaire. En fait. Ok. De beaux projets. Projet. Ok. Projet. Comment ça? La musique aussi. Ah! On s'était dit, c'est un détail, mais on s'était dit, étant donné que le premier est arrivé un peu le rush Ouais. et pas sous une belle émotion, là on s'est dit, on veut que ce soit chill, Oui. détendre, relaxation, et elle va arriver vraiment dans une ambiance parfaite, quoi. Ouais. Voilà. Ok. À nouveau, À nouveau. à nouveau, c'était le plan. Et comment ça s'est passé alors? Pas du tout comme ça. Si je peux me permettre de contextualiser. Bien sûr. Donc, Cacahuète est arrivé le 26 juillet 2022. Et en fait, le 25 juillet, la veille, j'avais rendez-vous chez mon fameux gynécologue, visite classique. quoi. Classique. Et comme d'habitude, il me dit, Madame Chautrera, tout parfait, je vais bien, la petite va bien. Et en fait, il a un super cabinet privé avec un écran géant immensissime. Et donc, Taël fait une photo à côté de sa sœur, super content. Donc, en fait, un moment génial. On rentre à la maison, pour la petite anecdote, on construit une pergola. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai juste immortalisé et verrouillé tout ce qui s'est passé la veille dans ma mémoire. Donc, j'ai toutes les infos. Et je devais aller faire une prise de sang. Il devait être genre 11h45. Je regarde sur Internet, le centre de médecine n'est pas loin, ferme à midi. Je me dis, j'ai le temps, j'y vais vite. Je vais à l'arrache faire une prise de sang. La boutique était fermée, il réouvre boutique pour moi. Il me pique, je rentre à la maison, tout va bien. Et puis, je commence à avoir mal au ventre de la nuit, du 25 au 26. Mais genre, j'ai vraiment mal au ventre. J'ai déjà accouché. J'ai déjà eu des contractions. Bien violente. Je pense qu'a priori, une femme peut se permettre de dire « je sais ce que c'est d'avoir mal ». Et j'ai vraiment mal, comme j'ai jamais eu mal de ma vie. Et des douleurs de contraction ou d'autres douleurs? Non, mal dans le ventre. Ouais. Mal. À l'intérieur du ventre, il y a quelque chose, une douleur abominable. Et donc, je réveille mon mari, je traîne au sol jusque la salle de bain. Il me dit, mais enfin, non, c'est pas possible, je t'ai jamais vu comme ça. On va aller à l'hôpital. Et donc, on appelle... Et son terme à elle, c'était le 26 ou c'était... Non, c'était le 2 septembre. Donc, elle a 6 semaines d'avance. Ah oui, oui. Oui, elle a 6 semaines d'avance. Et donc, ma maman vient pour regarder le grand, on file à l'hôpital, je suis reçue. Et donc, j'insiste, je suis reçue par une assistante gyné. C'est-à-dire qu'en fait, elle a la blouse blanche, mais elle n'a pas fini. Hein. Donc, c'est pas un médecin. J'insiste beaucoup là-dessus. Elle n'a pas encore ce qu'il faut pour. Elle n'a pas encore visiblement les épaules pour assumer la totalité du truc. Et donc, elle me reçoit. Elle pose les gestes. T'es aux urgences Je suis aux urgences. Ouais. De maternité ou les urgences classiques? Les urgences classiques, Okay. à ce moment-là. Elle pose les gestes. Et donc, elle me fait une prise de sang. Elle fait une écho. Et donc, bébé va bien. Donc, on est déjà rassurés. Elle me pose quelques questions et donc je lui dis en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'insiste en disant... T'as encore mal à ce moment-là? Ah oui, je souffre le martyre, mais comme jamais de ma vie. Je lui dis que quelque chose ne va pas, que je sens qu'il y a quelque chose de pas normal. Et elle me dit de ne pas trop me tracasser. Puis je change d'étage, je pense que je vais en maternité. Et là, je suis sous monito, avec la grosse ceinture. Et alors, on met une poche de sucre. OK. Le monito, tout OK, donc elle me fait sortir et en fait j'insiste en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je sens, et en fait elle ne m'écoute pas. Elle ne m'écoute pas ou elle ne m'entend pas. Mais c'est difficile de faire face. C'est difficile parce qu'en fait elle me rassure en me disant que tout va bien, que probablement en fait je suis constipée. Voilà.
Et donc, elle me renvoie chez moi en me disant, vous prenez du Movicol et ça va passer. Ok, donc on est sur le chemin du retour. Et là, c'est pénible, en fait. Je m'en souviens encore parce que des bosses en Belgique, il y en a beaucoup. Et chaque bosse, c'est un choc gigantissime. C'est un cataclysme dans mon ventre. C'est horrible, la douleur. Toi, comment tu reçois à ce moment-là cette façon de te réassurer? Tu te dis, c'est moi, peut-être qu'effectivement, elle a raison, j'exagère. Confiance, en fait. Confiance au corps médical en me disant, elle sait. Elle sait. Elle sait. Et moi, je ne sais pas, en fait. Je ne suis pas médecin. Moi, je sais que je gère mon job. Et j'attends autant de sa part, en fait. Et je fais confiance. Et ton mari, qu'est-ce que... Il sait pas trop, il fait confiance parce qu'elle le rassure aussi, elle le convainc, elle le rassure. Mais il voit quand même que je suis au bout de ma vie et que j'ai jamais été comme ça. Et tu avais insisté quand même lourdement. Mais j'ai quand même insisté en disant, mais j'étais défoncée. Hein. J'étais pas tout à fait moi-même. Et donc je disais, mais il y a quelque chose qui va pas. Je suis pas juste constipée, c'est pas possible. Mais elle te dit, c'est ça. Tu vas prendre du Movicol, tu rentres Exactement. chez toi. Et moi, ce qui me pose problème, c'est qu'en fait, comme tout le monde dans la vie, j'ai déjà été constipée. Comme tout le monde dans la vie, j'ai déjà une gastro. Et oui, t'as mal au ventre, mais t'as des années-lumière de la douleur que je ressentais. Donc voilà, je rentre à la maison, on fait confiance, prends le Movicol, rien qui se passe. Et là, il lui retéléphone. Et elle dit, en fait, je vais prescrire sur la carte d'identité de madame du Microlax. On était un mardi. Qu'elle en prenne un aujourd'hui, un demain, et si ça va pas, vous revenez après-demain, donc le jeudi. Il me laisse toute seule à la maison, je suis vraiment mal. Il va à la pharmacie, il me ramène le Microlax, on fait ce qu'il faut, et la pharmacienne lui dit que madame essaie de garder au moins 10 à 15 secondes, mais en général, ça fait effet immédiat. Ok, forcément, rien ne se produit, je ne suis pas constipée. Et donc là, en fait, suite à la prise du médicament, mon ventre commence à être hyper tendu, là, c'est vraiment super dur. Et je me sens partir, vraiment, au sens propre du terme. Et donc, je dis à Guillaume, ramène-moi à l'hôpital, là, je crois que je suis en train de mourir. Là, c'est combien de temps après la première visite ? Je sais pas. Quelques heures. Quelques heures. Mais exactement combien, ça, je ne saurais pas dire. La notion du temps a été assez compliquée pour moi, mais je lui dis vraiment avec ces mots-là, ramène-moi, là, je meurs, quoi. On me ramène à l'hôpital. Là, ça se passe assez vite, on me prend très vite au sérieux. Pourquoi ? Parce que Guillaume avait téléphoné à mon gyné avant, en lui expliquant la situation. Il me connaît bien, il sait bien que je me suis jamais plaint, que tout va bien. Donc il a téléphoné en disant, ma patiente, elle arrive, vous la prenez là maintenant tout de suite. Et lui, il a foncé vers l'hôpital. Et donc j'arrive, et là, c'est un peu comme dans les films. Je suis installée sur la table, ils mettent le monito, elle crie code rouge, elle balance tout par terre. 3 secondes, je suis dans le couloir. 3 secondes plus tard, j'ai les mains attachées sur le brancard, à la table d'opération. On me jette un seau d'eau froide. Alors, on te jette je sais qu'on ne me jette pas un seau d'eau froide, mais à mon avis, on m'a mis le désinfectant. Mais comme ça, vite sur ton ventre. Dans mon souvenir, dans mon histoire, j'ai la sensation qu'on me jetait un seau d'eau froide. Parce qu'en fait, ils ne prennent pas le temps. Non, en fait, ils ne prennent pas le temps du tout. Oui. Ils me disent qu'ils vont faire une césarienne, mais ils ne prennent pas le temps du tout. Mais ils te le disent quand même. Voilà, mais ils ne prennent pas le temps parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est urgent. En fait, il n'y a plus de battement de cœur. La petite, elle est déjà partie. Donc, le bébé est mort. Donc, il faut aller le sortir, mais de toute urgence. Ah, parce que... Attends. Oh, mon Dieu. Trop d'informations. Oh, mon Dieu. Donc, toi, tu te sens partir. Je me sens partir. Tu vas à l'hôpital. Donc, ils insistent. Ils mettent le monito ou l'écho. Ouais. C'est ça. Ils font le monito plutôt, c'est ça. Ils écoutent les battements de cœur. Il n'y a pas de battement de cœur. Et là, elles disent code rouge. Et là, elle crie code rouge et elle jette tout par terre comme dans les films, quoi. Donc, c'est irréaliste. Tu comprends ce qui se joue à ce moment-là. Je comprends que ça ne va pas. Et tu comprends que ton bébé est... Je comprends qu'il faut aller la chercher. Ok. Mais on te dit qu'elle est décédée? Non, non. Oh, okay. Ça, on ne me dit pas. Okay. Ça, on me dit pas. Mais je comprends que ça ne va pas. Et je n'ai pas le temps vraiment de réaliser autre mesure, en fait, parce que... on t'ouvre le ventre. On me dit, madame, on va vous ouvrir, on me met le masque et au revoir. Ouais. Et donc, je n'assiste à rien. Je ne vis rien de tout ce moment, en fait. Et ton mari était à côté de toi? Non, il ne peut pas, parce que c'est une césarienne d'urgence. Et quand ce n'est pas programmé, on ne peut pas. Ce qui veut dire que lui, le pauvre, de son côté, il est resté dans une salle vide, avec une horloge en face de lui qui faisait tic-tac. Et il se demandait si sa femme et sa fille étaient encore en vie. Il m'a dit que le temps était loin. Après coup, on en a parlé. Maintenant, on peut un peu en rigoler, bien que ça reste compliqué, mais ça a été difficile pour lui aussi. Ok. Ouais. Mon Dieu. Ouais. Donc, après ce seau d'eau je me réveille. Du désinfectant, ouais. tu te réveilles. Je me réveille plus tard en soins intensifs. Donc, en fait, je suis séparée de la petite. Elle est en soins intensifs en néonat, mais à l'intensive care.
Et moi, je suis en soins intensifs aussi, mais en bas. Donc, on est séparés. À nouveau, j'ai pas eu mon bébé sur moi à la sortie, etc. Donc, pour moi, c'était déjà dramatique. Et en fait, je suis intubée parce que j'ai fait septicémie, arrêt cardiaque. Enfin, ça a été compliqué. On m'a récupérée avec acharnement. Donc, j'ai eu du bol, mais j'ai pas de séquelles, mais j'ai eu du bol. On s'est aussi acharné pour que je vive. Parce que toi aussi, tu as eu des complications très graves. En fait, la petite n'avait rien. C'est moi qui ai attrapé une bactérie, pour info. Mais je ne sais pas laquelle, parce qu'on ne sait pas. C'est pas dans mon dossier. Donc, je sais pas ce que j'ai. Je sais juste que j'ai attrapé une bactérie et que je fais une chorioamnionnite sans rupture de poche des os. Mais ça, c'est la conséquence. Et donc, ce mot que je ne sais pas prononcer, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux le répéter, ce mot? Chorioamnionnite sans rupture de poche des os. Ok. Je l'ai retenu bêtement. Okay. Et bizarrement, je ne suis même jamais allée voir. Parce que je sais que c'est la conséquence. En gros... Du coup, en vrai, ça voudrait dire que ton liquide amniotique était infecté? J'ai chopé une bactérie, donc il y avait un souci. Et l'infection était fulminante. Parce que quand ils ont après refait des examens de prise de sang, j'avais un taux d'infection qui était juste hallucinant. Alors qu'elle avait fait la prise de sang a priori le matin et qu'il n'y avait pas d'infection. Et donc, donc toi, en fait, c'était toi qui étais hyper malade. C'était moi le problème. La petite n'avait rien. Donc toutes les conséquences qu'elle a aujourd'hui, c'est moi qui ai attrapé une bactérie. Et tu penses que si tu avais pris ça que tu disais... Si j'étais restée à l'hôpital, en fait, mon gynécologue m'a expliqué que s'il m'avait gardée à l'hôpital, on aurait vu que j'allais pas bien. Et avant qu'il puisse lui arriver quoi que ce soit, en fait, on l'aurait sorti tout simplement. Oui, et toi, on aurait peut-être pu éviter que... Oui, parce que moi, on m'aurait soigné, on m'aurait donné un antibiotique. Et comme ils ne savaient pas exactement ce que c'était, un antibiotique à large spectre, c'est ce qu'ils ont fait ensuite, et tout va bien. Okay. Si ce n'est qu'elle n'aurait pas eu le temps de mourir et de manquer d'oxygène. Parce que du coup, toi, tu te réveilles aux soins intensifs, tu es intubée, parce que tu as fait une septicémie. Ouais. Et donc, tu sais qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui s'est joué pour toi en salle d'op? Je sais que j'ai mal aux côtes parce que j'ai été réanimée. Probablement pété des côtes, mais merci à eux, hein, c'est pas une critique, merci à eux. Et je sais que comme il y avait cette zone d'ombre, c'est parce qu'elle était constipée alors que rien à voir. Je sais qu'on m'a expliqué qu'on a sorti les intestins pour aller voir s'il n'y avait pas un petit trou quelque part et que c'était pas des matières fécales qui se baladaient. Et puis ils ont tout remis, mais non, rien à voir, c'était pas lié à ça, quoi. Et donc ils t'ont réanimée. Ouais. Et ton mari, on le tient informé, on lui... Oui, à un moment donné, le gynécologue sort pour aller donner une petite info en disant la petite est partie en soins intensifs et là on récupère madame. Voilà. Oh mon Dieu. Et donc il attend. Il attend sans savoir. Oh mon Dieu. Ouais. Oh. Et quand tu te réveilles, du coup, t'es toute seule? Quand je me réveille, je ne sais pas. Parce que je sais que je me suis réveillée avant la fois où je m'en souviens. Pourquoi? Parce que j'étais intubée, donc je ne pouvais pas parler, mais j'ai cherché à communiquer. Je le sais parce que plusieurs semaines après être sortie de l'hôpital, mon mari m'a donné la feuille. Il savait que je n'étais pas prête à la recevoir tout de suite. Il me l'a donnée plus tard. Et c'était trop mignon. Parce qu'en fait, j'ai vaguement reconnu mon écriture, mais j'ai écrit des petits mots. Bébé, envie, ok, dodo, maman, néné, parce que je voulais l'allaiter, envie est revenu à plusieurs reprises. Et donc, c'est là que tu dis, wow, c'est impressionnant. Parce que même au fond du trou, tu as cette espèce de truc viscéral et cet instinct qui te dit comment va mon enfant. Et donc lui me répondait, mais j'imagine que je reposais encore de manière incessante les mêmes questions. Et puis je me suis réveillée et non, je pense pas qu'il était là. En fait, le pauvre, il se partageait, il venait me voir, il allait la voir, il faisait ce qu'il pouvait. Oui, parce qu'en plus de tout ça, elle était prématurée. Elle était 34 semaines, elle était prématurée. Et en fait, moi, coincée dans mon fichu lit, pas au même étage qu'elle, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour l'aider? Je me sens inutile, impuissante. Tu l'as même pas vue? Alors, si, j'ai pu la voir un peu parce que malgré que c'était la folie aux soins intensifs, je dois quand même reconnaître que tous les jours, ils essayaient de me monter 5 à 10 minutes. Ah. Alors, voir ton enfant 5 à 10 minutes, c'est rien. Non. C'est pas assez. Non. Mais je peux pas être ingrate, c'était génial parce qu'ils prenaient de leur temps et en soins intensifs, ils ont aussi autre chose à faire. Mais ils se rendaient compte de l'importance que ça pouvait avoir pour ma récupération et pour la sienne. Donc, je la voyais à travers sa petite bulle un tout petit peu par jour. Mais c'est tout ce à quoi j'avais droit. C'est pas beaucoup. Non. Mais c'était déjà pas mieux que rien. Et donc, Guillaume, qu'est-ce qu'il te raconte à ce moment-là? Quelles nouvelles il te donne sur l'état de... Grosso modo, que c'est compliqué, mais qu'elle a envie et qu'elle est courageuse et qu'elle se bat. Et c'est compliqué à quel niveau, ça, tu sais pas? Pas vraiment. Je sais que les médecins lui disent que
En fait, elle a fait un petit feu d'artifice. Donc, elle a une hémorragie cérébrale, elle a manqué d'oxygène. Donc, elle a fait une hémorragie cérébrale. Donc, elle a fait un petit feu d'artifice. Et là, ils essaient de faire en sorte de calmer le feu Et d'artifice. ça veut dire quoi, un feu d'artifice? Mais en fait, t'imagines que son cerveau... voilà, c'est ça, c'est l'hémorragie cérébrale, quoi. À plusieurs endroits. Mais à plusieurs endroits. Le feu d'artifice, c'est pour schématiser le fait que c'est pas une seule zone du cerveau qui est atteinte, mais que c'est plusieurs zones. Que les impacts sont multiples, en fait. Et ça, c'est dû au fait que toi, tu étais du coup... Qu'elle est restée très longtemps sans oxygène. Ah oui, parce que... C'est ça, parce que du coup, elle était sans oxygène dans ton ventre, oui. code rouge, Oui. et donc ils l'ont réanimée. Oui. Ah, c'est ça. Oui, la chance qu'on a eue, c'est que dans tout notre malheur, en fait, on a quand même de la chance. C'est qu'on arrivait entre deux services. Et donc, on avait deux titulaires qui étaient là. On avait des titulaires pour elle et des titulaires pour moi. Et ceux qui avaient fini le regard ne sont pas partis. Tout le monde est resté et tout le monde s'occupait de nous deux. Donc, on a eu beaucoup de bol pour être... Parce qu'elle ne respirait pas quand elle est sortie Non. de ton ventre. Non. Elle respirait déjà plus depuis on ne sait pas combien de temps. Okay. Ça, on ne peut pas le savoir. Mais il la ramène à la vie. Yes. Ouais. Alléluia, oui. Mais on ne sait pas sous quelles conditions. Mais, et en plus, elle est préma. Et en plus, elle est préma. Ok. Mais nous, elle est là, elle a envie, en fait. Et je pense qu'en tant que parent, c'est le seul truc qui t'intéresse. Elle a envie. Et ça s'arrête là. Tu te poses aucune question? Non, je ne me pose pas de questions. Okay. Et j'envisage pas encore la suite. Okay. Je ne me doute pas, de toute façon, de la suite. C'est trop tôt. Et puis, doucement, donc moi, je remonte près d'elle. Je suis aussi en soins intensifs, mais au niveau de l'unité maternité, ils ont aussi des petites chambres soins intensifs. Ce qui fait que je peux aller en chaise roulante la voir. Donc ça, c'est génial, parce que je reste un max près d'elle. Sauf qu'en fait, elle continue de faire beaucoup de crises d'épilepsie. Et là, c'est compliqué, parce que plus tu fais des crises, plus potentiellement, tu fais des lésions. Et donc, il faut faire quelque chose. Et donc, ils nous expliquent qu'ils ont déjà fait un fameux protocole d'hypothermie. Et donc, si tu veux, on te met en veille, quoi. En gros, c'est ça. On met le petit enfant en veille pendant 72 heures, ni plus ni moins. On met son petit corps à 32 degrés, donc dans un coma, quoi. Et l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que le cerveau s'apaise. C'est ça, pour plus qu'il y ait de lésions. Pour limiter l'impact sur le cerveau, quoi. Et pour faciliter aussi, j'imagine, la reconstruction neuronale, etc. C'est ça. Voilà. Et ça, tu assistes à ça? Alors, on doit prendre la décision, parce qu'on nous dit que ça c'est déjà fait. On nous explique ce que c'est comme protocole. En gros, on va mettre ton bébé pendant 72 heures. Et tu as le chrono, tu as le compteur, là, 72 heures. Ils l'ont déjà fait, mais c'est sur des bébés à terme. Et donc là, c'est expérimental. Mais ils n'ont pas d'autre option. Et là, ça pue pour elle. Tu fais quoi? Tu dis oui. Avec et papa, on dit oui. On fait confiance et on dit oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toute façon? On nous dit que ça pue pour elle. On voit bien qu'elle est là, que ça déconne dans tous les sens, ça pipe dans tous les sens. On est inquiet tout le temps parce qu'on ne comprend pas les machines, mais on comprend bien que ça va pas. Et toi, tu es connectée à tes émotions à ce moment-là? Oui. Oui. Là, je commence tout doucement à atterrir, en fait. Où là, je me rends compte à quel point c'est compliqué pour sa vie. Je ne me rends pas encore compte de ce qui se passe dans le sens l'impact des lésions. Mais là, tu dis que là, il y a un énorme risque que tu perdes ton enfant. Oui. Qu'on a déjà réanimé, que toi, tu sors par le petit trou. Là, on s'inquiète pour sa vie. On ne s'inquiète pas pour les conséquences de ce qui s'est produit. On n'en est pas encore à ce stade-là. On veut juste qu'elle vive, en fait. Donc, on fait ce fameux protocole. Il y a un méga appareillage, le matelas qui la refroidit, le compteur. Donc, on voit l'appareillage, mais c'est jamais qu'un appareil de plus. Elle avait déjà tout un tas d'appareillages. On pouvait déjà pas la toucher, elle était dans une bulle. On pouvait juste la regarder, on ne pouvait pas la toucher. Donc tu restes près d'elle 72 heures. On reste près d'elle un maximum et on attend. On se rend pas compte vraiment des enjeux, mais la petite se réveille. Donc voilà, soulagement. Là, il la réchauffe tout doucement. Il la réchauffe, en fait. Après, il réchauffe progressivement, ils augmentent. Je ne vais pas dire de bêtises, mais par exemple d'un demi-degré tous les X. Donc ils y vont étape par étape. Il y a vraiment un protocole qui existe, donc ils suivent le protocole. Et toi, tu te rétablis pendant ce temps-là? Et moi, je me rétablis à ce moment-là, oui. Après, j'ai une rechute, mais à ce moment-là, oui, je me rétablis. Donc ça va un peu mieux. Je pense que je marche à peu près, donc voilà. Et puis, la petite se réveille, elle est intubée aussi. Et en fait, elle ouvre les yeux et on voit dans son regard qu'elle est là. On voit dans son regard... Après, forcément, ce que je vais dire, c'est biaisé parce que je pense que la vie du parent, il est toujours un peu biaisé. Notre enfant, il est beau, il est fort, voilà. Mais on sent cette force dans son regard, cette détermination. Et pour nous, c'est une battante et elle va y arriver, quoi. On est convaincus.
Et puis, on est plutôt du style, voilà, ta parole doit être positive pour attirer le positif Bien aussi. sûr, Quoi. Voilà. évidemment. Évidemment. Et on ne veut pas lui envoyer de Non. mauvaises vibes. C'est Non, important, elle doit tout à ressentir fait. que les bébés, ça absorbe tout, c'est des éponges. Il doit y avoir que du bon qui sort de nous. Donc, on est vraiment dans cet état d'esprit-là. Et à un moment donné, on reçoit une photo d'une des infirmières qui s'occupe d'elle, parce que mon mari la connaît, où elle montre la photo d'Eva qui essaie d'arracher son tube, en fait. Et le pédiatre lui dit, bah, bébé, tu veux voler, vole. Et donc, il lui retire le tube, il lui met les lunettes, elle respire. Oh, première victoire. Puis, il lui retire les lunettes, elle respire toute seule. Deuxième victoire. Et en fait, on va de petites victoires à déchéance, à petites victoires, parce que c'est génial. Et puis après, il y a un problème au niveau de la thyroïde. Puis ça se règle, puis il y a les reins qui lâchent. Enfin, ou c'était peut-être dans l'autre sens, mais peu importe. En fait, voilà, ça va aller. Et puis, il y a un souci, c'est beaucoup d'inquiétude. Et on passe vraiment par des phases de haut et de bas, mais on s'accroche. Elle fait des électroencéphalogrammes pour vérifier l'activité électrique. On comprend pas très bien, on gère pas vraiment les EEG. Aujourd'hui, on est limite des spécialistes des EEG tellement on en fait, mais on gère pas très bien et on nous dit que il y a eu des lésions, mais qu'il faut attendre parce que d'un enfant à l'autre, d'un environnement à l'autre, c'est plus stimulant. Et en fait, on te lâche des trucs ainsi et toi, tu dis ouais, ok. Elle sera dans un super environnement et on va tout lui donner. Et en plus, elle a un grand frère qui est génial. Et on va être des parents dingues pour elle et on va tout lui donner et ça va aller. Mais on ne comprend pas encore à ce moment-là ce qu'ils disent et qui parlent des conséquences des lésions cérébrales. Mais ils ne sont pas clairs. Ou ils sont clairs et vous ne voulez pas l'entendre. Je ne sais pas. En tout cas, ils disent que quand on pose des questions, ils nous disent qu'ils ne savent pas encore prédire. Et ça, c'est vrai. Qu'il faut attendre surtout la date de terme. Ah. Et donc, qu'à la sortie de l'hôpital, à la date de terme, on fera non pas des EEG, mais un IRM et qu'on en saura davantage. Donc, on sait que c'est une étape qui va nous attendre pour la suite. Et voilà. Toi, tu sors de l'hôpital à ce moment-là ? On sort avec la petite. Mais toi, tu es sortie avant ? Non. Ah, tu n'es pas sortie avant ? Non, je ne suis pas sortie avant parce qu'entre-temps, la bactérie était remontée par le diaphragme et s'était logée dans mes poumons. Donc, j'avais refait une pneumonie. Donc, j'étais repassée par une case un peu moins gaie. Mais voilà, j'étais quand même avec la petite et moins en forme. En fait, de jour en jour, à un moment donné, j'ai commencé à décliner. Et je me disais que c'est parce que je faisais de plus en plus d'efforts et que j'étais plus fatiguée. Et j'avais de plus en plus mal au niveau de la poitrine. Mais comme je savais qu'il m'avait réanimée, pour moi, c'était simplement peut-être une côte cassée, ce qui en soi n'était pas grave, ça se refait tout seul. Et je ne me suis pas inquiétée outre mesure. Sauf qu'à un moment donné, ça n'allait pas fort bien. Et donc, j'ai dû repasser par la case urgence. On a fait des examens, etc. Et on a vu que j'avais une pneumonie. Et là, j'ai un peu paniqué parce que malheureusement, et ce n'est pas la première fois que ça nous arrivait sur notre parcours, mais parfois, tu tombes sur des médecins qui, je ne dis pas qu'ils ne sont pas compétents, mais ils ne sont pas psychologues pour un sou. Et je ne comprends pas comment ils n'ont pas un minimum d'empathie. Et donc, il m'a fait vraiment peur parce que j'étais toute seule. C'est le seul soir où mon mari, il n'est pas resté avec nous parce qu'il y avait le mariage de sa cousine. Il ne voulait pas y aller, il voulait rester près de nous. Je lui dis, mais profite ici, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est pas que tu ne sers à rien, mais c'est un autre soir comme les autres. Pour une fois, profite. Ça va te faire du bien, tu vas revenir plus en forme et meilleur pour nous. C'est win-win pour tout le monde, quelque part. Forcément, ça a été ce soir-là où j'étais toute seule aux urgences, comme par hasard. Et puis, le médecin m'a dit qu'en fait, il devait vite aller vérifier tous mes autres organes parce qu'il y avait le risque que la bactérie se loge dans les autres organes et que tous les organes soient défaillants les uns après les autres. Et là, ma grosse panique en me disant, mais quoi ? Non ? Et en fait, mon inquiétude, c'est que je devais aller pour allaiter la petite. Et je lui dis, mais non, vous vous rendez pas compte, genre dans 37 minutes, moi, je sors d'ici, je vais allaiter ma fille, en fait. Vous vous rendez pas compte, que vous le vouliez ou non, moi, dans 37 minutes, je remonte prendre mon bébé, je veux rien savoir, quoi. Et là, grosse panique. Ça a duré un certain temps. Et en fait, j'ai quand même eu le soutien des pédiatres, etc., de la néonate. Et donc, je suis remontée près de la petite. Et puis, j'allais prendre mes médicaments dans le service pneumologie, parce qu'après, on a dû me changer de service. Voilà, ça a été un petit peu de déménagement et de bouleversement. Mais en soi, l'objectif, il restait le même. C'était, je m'en fiche où je suis. Je vais près de la petite, je reste près d'elle. Et c'est ça qui importe. Et on a fini par te guérir, toi ? Oui. Avec des antibiotiques ? Oui, des antibiotiques. Tu sais toujours pas ce que tu as eu ? Non, et je crois que je dois faire une croix là-dessus, je ne saurais jamais. Tu as voulu savoir ? Oui, hein. Ouais. Je suis allée chez mon gynécologue un peu plus tard. On a décortiqué le dossier. Ouais. Parce qu'à la sortie, je suis peut-être un peu déstructurée dans la manière dont on dit les choses, mais voilà.
À la sortie de l'hôpital, beaucoup de gens m'avaient demandé, tiens, tu vas porter plainte, erreur médicale, etc. Et en fait, on s'était dit non. Non, parce que là, on n'a pas le temps. Là, ils nous ont tellement pris que là, toute notre énergie, elle va aller sur la petite, en fait. Tout ce qu'on a, c'est tout pour elle. Mais plus tard, je me sentais prête. L'année passée, quand je suis allée chez Giné, je me sentais prête. Et donc, on a décortiqué le dossier. Surtout tous les rapports qui venaient de l'USI, des soins intensifs, en se disant, c'est les plus objectifs, mais il n'y a pas d'infos plus précises, donc on ne sait pas ce que j'ai eu. Et par contre, c'est là qu'on a vu qu'il y avait des choses gigantesques dans mon dossier. Du style, je comprends qu'il faut se protéger en tant que médecin, mais ça fait mal de se le prendre dans la tronche, parce qu'elle a écrit que je lui avais dit en arrivant que j'étais une constipée chronique. Donc c'est chouette d'apprendre ce genre d'infos sur soi-même. Voilà. Mais donc ça explique en fait pourquoi je suis passée par ce processus de Movicol et de Microlax. Elle s'est protégée. Donc là, beaucoup de colère de ma part. Et puis, elle a dit que j'allais mieux en sortant de l'hôpital. Alors que c'était pas vrai. Non, en fait, j'allais un peu mieux parce que je venais d'avoir une poche de sucre. Mais Guillaume m'a sortie en chaise roulante et puis il a dû me porter jusqu'à la voiture tellement j'allais mieux. Sauf que je me suis pas filmée en sortant de l'hôpital. Tiens, regarde comme je suis défoncée. Oui, t'as pas de preuve en fait. J'ai pas de preuve de ça. La seule espèce de preuve indirecte que j'ai, c'est qu'elle a écrit que on devait lui sonner et retourner si ça allait pas mieux. Et Guillaume lui a téléphoné. Et en fait, il y a la prescription du Microlax sur la carte d'identité où elle dit vous en prenez un aujourd'hui, un demain et après-demain vous revenez si ça va pas. Et en fait, heureusement qu'on l'a pas écoutée celle-là et qu'on est retourné à l'hôpital parce que sinon je serais morte. J'étais en train de mourir au sens propre quand je lui ai dit ramène-moi à l'hôpital et je meurs. Tu te sentais mourir. Je me sentais mourir, vraiment. Ouais. Donc heureusement qu'on l'a pas écoutée. Mais du coup, voilà, on s'est dit est-ce qu'on intente quelque chose contre l'hôpital, contre elle? J'en sais rien. En fait, je voudrais pouvoir me regarder dans le miroir, et mon mari aussi un jour, en espérant que la petite ait toutes les possibilités de nous dire tiens maman, pourquoi je suis différente? Et je voudrais pouvoir lui dire voilà ce qui s'est passé. Mais t'en fais pas, parce qu'on s'est battu et ça a été reconnu. C'est ça. Tu vois? Et donc, je veux pas d'argent, je veux rien, c'est pas ça que je demande. Ce que je demande, c'est que ce soit reconnu qu'il y ait une erreur médicale. Cette bonne femme est même pas venue s'excuser. Elle a bousillé des vies, elle n'est pas venue s'excuser. Et ça, je trouve que c'est juste hallucinant, la manière dont les choses se sont passées. Et c'est difficile de le digérer. D'ailleurs, je ne le digère pas. D'ailleurs, je ne sais pas si tu ressens, mais j'ai beaucoup plus de colère parce que il y a cette notion d'injustice et les choses ne se sont pas bien passées. J'estime qu'elle est en partie responsable. Alors oui, elle a fait la prise de sang, oui, elle a fait l'écho. Mais quand tu n'as pas encore officiellement la blouse blanche, tu vas demander à ta maître de stage. Ça que ça sert. Quand tu ne sais pas, en fait, tu l'admets et tu vas demander. Déjà, nous, c'est ce qu'on dit à nos étudiants. Et nos étudiants, ils vont en entreprise. Et oui, peut-être qu'ils font une erreur dans un compte. C'est pas cool, mais voilà. Là, t'as des vies humaines. Et donc, tu peux pas te permettre ce genre de choses, ce genre de fantaisie ou ce genre d'égo surdimensionné ou que sais-je. Tu vas demander quand tu sais pas. Et je lui ai dit, je me vois encore lui dire, mais ça va pas. Non, il y a quelque chose qui va pas, je le sens. C'est pas normal, je le sens. En fait, je reproche le manque d'humanité et qu'elle n'a pas fait intervenir quelque chose qui, pour moi, en tant que médecin, est primordial. Et donc, ouais, t'as posé les gestes, mais t'as clairement manqué de discernement et de tout un tas d'autres choses, quoi. Et ça, c'est dur, parce que rien ne serait arrivé si elle avait juste fait ce qu'il fallait. Ouais. Facile à dire aujourd'hui, mais... Oui. J'ai même pas les mots, parce que là, c'est... Mon Dieu. Revenons-en à Deva. Tu sors de l'hôpital, là tu sors avec elle, donc toi tu t'es rétablie entre-temps, oui. Vous sortez ensemble, oui. Et t'es resté du coup 6 semaines à l'hôpital. On est resté 5 semaines, 5-6 semaines, quelque chose comme ça, oui. Et ça évolue donc des hauts, des bas, mais sur la fin, on est sur une belle pente. Et quand tu sors de l'hôpital, qu'est-ce qu'on te dit? Quel est le diagnostic ou qu'est-ce que toi, tu envisages pour la suite Alors, de quand votre on vie? sort de l'hôpital, on sait qu'on va avoir ce fameux IRM à faire en date du 12 septembre, je pense. Ah oui, c'est ça. Et voilà, on sait qu'on a ça à faire, mais en fait, on rentre à l'hôpital et la petite, c'est un bébé qui pleure, qui sourit. Comme tous les autres bébés. Comme tous les autres enfants. Et donc, on ne dit pas aux grands qu'on rentre à la maison, comme ça, la grand-mère le ramène, surprise. On est là avec bébé, surtout qu'il l'attendait, c'est lui qui l'a commandé, sa petite sœur. Donc, voilà. Et c'est même lui qui a choisi son prénom. Enfin, on n'a même pas eu voix au chapitre, en fait. Juste pour la petite anecdote, on n'a même pas eu voix au chapitre. Papa avait sa shortlist, j'avais ma shortlist, mais en fait, c'était même pas envisageable parce qu'elle s'appelait déjà Deva. Donc, comment donner un prénom à ma petite sœur qui a déjà un prénom? Mais non, pas possible. Donc, voilà, il la porte vraiment, et encore aujourd'hui, c'est sa sœur, il est incroyable avec elle. Et donc, en fait, on vit notre meilleure vie à 4. Toi, t'es apaisée. Oui, là, je suis bien.
T'es bien. Défoncée, mais je suis bien. Oui. Je suis vraiment bien. On vit notre meilleure vie à 4, on est à la maison, on prend un peu nos marques. Alors, on a peur parce qu'on revient à la maison et elle est sous monito. Monito de... Pour vérifier que Le rythme cardiaque? le rythme cardiaque, la respiration, Ok. la saturation. Enfin, on a le petit monito qui fait bip bip éventuellement s'il y a un souci. Et donc, elle est branchée H24. Mais techniquement, elle va bien. Il n'y a pas Non. de gros stress à avoir. Non, pas encore, non. Et on vous dit pas non plus... Est-ce que là, tu prends conscience, quand tu sors de l'hôpital, qu'il y a quand même des chances que ton bébé soit porteur d'handicap suite à ce qui lui est Non. arrivé? Non, Ah non. non. On est à des galaxies de là, en fait. Hein. Ah oui. Non, non, Toi, non. tu dis nous- c'est un bébé tout à fait Mais elle est... ok, comme, Ah oui, comme oui, son oui. grand frère. Physiquement, elle est magnifique. Physiquement, elle est parfaite. Elle n'a pas d'anomalie, il n'y a rien. Elle a Il juste n'y avait le rien monito. jusqu'à la naissance, quoi. Oui. Voilà, elle a juste son petit monito et elle Ouais. réagit comme un bébé. On ne se Ouais. tracasse pas. Enfin, après, tu n'attends pas grand-chose non plus d'un bébé à part manger, dormir, le Ouais. changer. Il n'y a pas des tonnes d'interactions non Non. plus quand ils sont tout petits. Donc, Non. Mais tu ne te trouves pas avec moins d'énergie, plus apathique, ce genre de choses ça, vraiment pas. Ok. Donc, elle me paraît tout à fait Ok. bien. On fait ce fameux IRM et on nous dit... Tu l'appréhendais, cette IRM? On l'appréhendait quand même, parce qu'on sait jamais à quoi s'attendre. Donc là, on appréhendait quand même. Puis on te prend ton gosse et t'as pas le droit d'être là. Ils le mettent dans la fameuse machine. Et moi, j'étais derrière la porte et je l'écoutais pleurer. Je pleurais avec elle derrière la porte. Bah oui. Tu peux pas aller avec, même si j'aurais bien aimé. Oui, mais les radiations, etc. Enfin, honnêtement, je m'en fichais de tout ça. Moi, je Bah l'aurais oui, juste pris dans mes bras. Mais évidemment. voilà, il y a des protocoles, tu dois les respecter, on les respecte. Et on nous dit qu'en fait, le spécialiste nous dit qu'il va nous tenir informés, qu'il nous passera un coup de téléphone pour nous donner les résultats. Et en fait, on attend ce coup de téléphone. Ça traîne un peu, ça traîne. Et je crois que c'est le 17, donc c'est quand même quelques jours plus tard, genre 5 jours plus tard. En fait, il nous téléphone, non pas pour nous annoncer les résultats, mais pour nous convoquer. Et là, déjà, on se dit, OK, Il y a quelque chose. il y a quelque chose. Sinon, on ne te convoque pas. On arrive là-bas juste tous les trois. Hein. Elle était à l'école, ou oui, probablement. Oui, il était à l'école, parce qu'il venait de faire... il était à l'école. Et là, en fait, il nous ressort dans le bureau. Hein, mon mari à gauche. Je suis sur la chaise, Deva dans la poussette juste à côté de moi. Ça prend un certain temps parce qu'en fait, il nous fait toute l'explication du cerveau. Et à plusieurs reprises, je dis, mais donc, oui, mais et Deva, enfin, c'était chouette les explications, mais je voulais pas écouter les explications. Et ma fille, quoi? C'est quoi le résultat? Et en gros, il nous dit, grosso modo, votre enfant sera sourd, aveugle, tétraplégique et sans conscience. Bam, mange-toi ça. Déflagration totale. Sourd, aveugle, Tétraplégique, un petit poids, quoi. et Ouais, sans conscience. probablement. La notion de la conscience a été évoquée. Parce qu'à un moment donné, quand il passe la lumière, il n'y a pas de réaction, pas les réactions qu'il attend. Voilà, je ne gère non plus pas très bien tout ça, mais sur les premiers examens qu'il fait, les réflexes, ceci, cela, la notion de la conscience est évoquée aussi. Donc, Je peux te demander ce que ça... Vraiment, je comprends pas ce que ça veut dire de ne pas avoir de conscience. ça veut dire que tu as un légume. C'est la définition du légume pour moi. Voilà. Oh, chouchou. C'est compliqué. C'est pas le cas. Non, C'est pas le cas. mais c'est ce qu'on te dit. C'est pas le cas. Non, mais c'est ce qu'on me dit. Et en fait, là, on ne pleure pas. On ne pleure même pas. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais plus comment tu t'appelles. Je me souviens juste. On se tenait la main, fort, très très fort. Il a continué à expliquer des choses. Et je me souviens même pas de tout parce qu'en fait, il y a Et une tu sors de bombe ton corps, nucléaire qui mais- te tombe dessus. Tu ne sais pas. Non. Donc voilà. Et en fait, nous, on a besoin de comprendre. Ce qui fait que on demande, ok, mais ça veut dire quoi concrètement? Et il nous répond systématiquement peu probable. Et donc en fait, il est peu probable qu'elle marche, il est peu probable qu'elle parle, il est peu probable qu'elle ait une croissance normale, il est peu probable que plein de trucs. Peu probable. Ok, peu probable. On est quand même prof en gestion, on fait des stats et des probas. Peu probable. C'est quoi la proba en fait? C'est quoi? Ouais, c'est ça. Là, on a besoin de se raccrocher à quelque chose de très terre à terre. C'est quoi? Et il nous répond avec un chiffre. Moins de 5% de chance. Ok. Est-ce qu'il a été juste poli? Est-ce que c'était pour pas dire rien ou 1%? Il a dit ok. Ce chiffre-là, moins de 5% de chance qu'un jour elle puisse marcher. Ok.
On sort de l'hôpital, on marche dans le couloir, on sort de l'hôpital, on va dans la voiture, on s'effondre. Et puis, on est mort. On est mort quelques jours. Honnêtement, T'en parles à tes proches? on en parle aux proches, parents, mes parents, ma belle-mère. Je ne crois même pas qu'on en parle tout de suite aux grands-parents en se disant comment leur annoncer un truc pareil. Ils sont plus âgés, c'est un choc gigantissime, tout le monde l'attend, tout le monde est venu la voir. Et en fait, je viens d'une famille italienne très très soudée, où on est toujours en fait en famille et où tout le monde est proche de tout le monde vraiment. Et donc tout le monde l'aime d'un amour infini, cette petite. Donc elle a déjà sa place et on l'aime. Désolée, ça va. Oh my God! Désolée. Non, ne sois pas désolée. Voilà, donc elle a une place. Ben oui. Suite à ça, on prend quelques jours pour nous, dans notre bulle. Moi, de manière générale, c'est comme ça que je fonctionne. Quand il m'arrive un truc, T'encaisses d'abord. je l'encaisse. Je pète un câble. Je me mets dans ma bulle, je tombe et puis je me relève. Toujours. Ouais. Je me relève. Et on en a parlé avec Guillaume. Et on s'est dit, mais en fait, on est des chercheurs scientifiques. Et la science, il n'y a aucune science qui est exacte. Il n'y a aucune base de données qui est tout à fait fiable. Et je ne suis pas en train de dire que les médecins ne savent pas. Je suis en train de dire que les médecins ne savent pas tout. Et donc, ils connaissent leur métier, mais ils ne savent pas tout. Et nous, en tant que parents, en fait, on détient des informations que eux n'ont pas. Et on connaît nos enfants mieux que eux. Et donc, je ne suis pas apte à poser un diagnostic, mais je suis apte à connaître ma fille bien mieux que eux ne peuvent le faire. Et on s'est dit, mais non, regarde là, regarde son regard, elle est là, elle est parmi nous. Et ça, c'est n'importe quoi. Et le reste, je ne sais pas, mais ça, c'est n'importe quoi. Elle est là, c'est pas un légume, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ok. Et puis, on s'est dit, en fait, il y a 5%. Ok, check. On va aller les chercher. Et ils vont aller leur montrer à cette bande de, je ne dirai pas le nom, qui sont torts. Et que la petite, elle est là, elle est belle, elle est forte. Et un jour, on ira dans ce bureau avec Deva qui marche. On ira dans ce bureau avec Deva qui va foutre le bordel, qui va démonter la table, qui va mettre les jouets partout et qui va pas arrêter de parler comme sa mère. Et en fait, c'était notre objectif. Et on s'est dit, maintenant on se relève, on se bat et on y va avec elle. Et donc c'est là que la guerre a commencé. C'est le bon mot. C'est là que la guerre a commencé. Et c'est là qu'on s'est confronté à un monde qu'on ne connaissait pas. On nous a parlé d'une kiné Bobat, c'est le frère de la kiné neuro. Ouais. Ok, on est allé. J'ai trouvé une pépite et aujourd'hui on ne sait pas comment on vivrait sans elle. Ok, 3 rendez-vous par semaine. Donc 3 séances de kiné, une séance d'ergo, une séance de logo. Déjà tout bébé, logo. Logo un chouïa plus tard, mais très très vite elle a tout enchaîné. Il y avait des doutes qu'elle soit sourde et aveugle. Oui. Et donc on a dû aller faire des examens, des potentiels évoqués pour les yeux et les oreilles sur Bruxelles à l'UDERF. Et donc on a très vite été encadré par l'UDERF. Et en fait à chaque fois on a eu la chance de tomber sur des équipes mais qui étaient génialissimes. Même si c'était difficile pour nous, parce que par exemple, pour les yeux, il fallait mettre une espèce de grand écarteur pour aller analyser le nerf optique. Enfin, c'est dur, c'est dur. Elle a fait des tonnes d'examens hyper invasifs, en fait. C'est ça. Et ça, toi, émotionnellement, c'est... C'est dur parce qu'elle pleure, parce que tu la gardes dans tes bras, parce que tu te manges tout dans la tronche, et parce qu'à nouveau, tu es impuissant, en fait. Et ça, c'est super difficile en tant que parent. Et je pense que ça doit être une vérité absolue. Il n'y a aucun parent qui apprécie cette notion d'impuissance. Non. Ton enfant, il est malade, tu prendrais son rhume. Ton enfant, il a un bobo, tu prendrais son bobo. Tu prendrais tout fois 1000 si on te le permettait. Et là, en fait, tu es juste là. Et c'est pas que tu sers à rien parce que tu es là pour ton enfant et tu l'aimes et tu lui donnes tout, tu l'accompagnes. Mais tu es impuissant. Oui. Ça, c'est dur. Oui. Ça, c'est vraiment dur. Toi, tu es à l'arrêt pendant ce temps-là ? Tu arrêtes de travailler ou tu continues ? J'ai repris pas tout de suite le boulot. J'ai repris le boulot au bout de 5 mois, je pense. Ah oui. Ouais. Après, j'ai une équipe. Mon équipe, c'est ma famille. Les filles avec qui je travaille, on est très, très fusionnelles et elles ont été là pour moi. Elles me connaissent depuis longtemps, donc elles savent qu'a priori, je suis une bosseuse et je ne suis pas une tire au flanc. Ma chef m'a dit ok, en fait, tu fais comme tu le sens. Tu veux revenir parce que ça te fait du bien, tu reviens. Ouais. Tu veux pas revenir parce que ça te fait pas du bien, tu reviens pas. Tu fais comme tu le sens. Donc j'ai eu aucune pression à ce niveau-là. Et après, je suis revenue. C'était difficile de revenir sous le format bosseuse de dingue. Oui. Donc je faisais comme je pouvais. Petit à petit. Voilà, et on a agencé notre temps de travail, on s'est arrangé. Surtout qu'il y avait beaucoup d'examens en fait. C'est ça, j'allais dire. Comment tu faisais pour les examens, tu vois, vous t'arrangeais. On s'arrangeait dans le service. Quand je pouvais, je pouvais. Quand je pouvais pas, en fait, elle me remplaçait. Ah oui. Elles s'arrangeaient entre elles pour me soulager un max en fait. Ah, c'est ça. Elles ont pris une partie de ma charge de boulot.
juste gratuitement, Pour, par amour pour moi, quoi. Voilà. big up à elle. Ouais, vraiment. Mais donc là, tu es à l'UDERF, vous faites plein d'examens. Et du coup, petit à petit, ce que le médecin vous avait dit, donc c'est-à-dire sourd, aveugle, sans conscience, Tétraplégique, sans conscience, tétraplégique, ouais. et là, du coup, ils analysent le nerf optique. Alors, les yeux, très vite, on capte que ça va. Elle voit. Donc, très vite, on a les infos, elle voit. Donc, on est déjà rassuré. Donc là, Elle n'est tu pas te dis, aveugle. on Check. augmente, oui. Voilà, elle n'est pas aveugle. On avait fait des tests d'audition à l'hôpital où j'ai accouché. Et là, après, on a eu les résultats. Ça passait pas. Alors, on n'a pas eu de bol parce qu'on a été accueillis par un stagiaire aussi. On ne le savait pas. Et donc, en fait, il nous a accueillis dans son bureau. Il baissait les yeux, il ne nous regardait pas. Et il nous a dit que le test passait pas, mais qu'en fait, étant donné qu'il y avait des lésions, on ne savait pas si ça avait atteint l'oreille interne. Enfin, soit, je ne sais pas ces détails techniques. Est-ce qu'on peut appareiller ou opérer? Ce n'est pas certain. Mais bon, ne paniquez pas encore. On se redonne rendez-vous dans 3 mois. Et d'ici là, il y aura la maturité de l'oreille qui aura peut-être fait aussi un peu son rôle. Et on envisagera la situation à ce moment-là. Et puis, en fait, il se lève. Il nous invite à sortir. OK. On a appris après qu'en fait, il était encore en stage. Et donc, c'était le tout premier cas compliqué qu'il avait. Il était hyper mal à l'aise. Donc, je n'en veux pas. Mais c'est juste que nous... Non, tu peux pas. Tu dis pas à un parent, mais vous inquiétez pas, en fait. Non. Votre enfant, il est probablement sourd. Oui. Votre enfant, il pourra probablement être ni appareillé, ni opéré. Mais vous inquiétez pas, dans 3 mois, on réévalue la situation. Oui. Et peut-être que d'ici là, mais d'ici là, tracasse pas. Vis 3 mois, tranquille. Ouais, tranquille. Oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment. En tant Bien que parent... On va faire ça. Évidemment, ça va être ça va. C'est ce qui est au programme, évidemment. Mon Dieu. Donc, enfin, elle est... Et est-ce que toi, au niveau de son audition, après, je sais toujours pas si elle entend ou pas, mais est-ce que tu vois on qu'elle essaie de tester et on voit que ça va pas. Ah ouais, tu vois que genre il y a des bouts mais elle réagit pas, qu'on lui parle qu'elle tourne pas la tête, qu'elle va pas au bon endroit, on voit que ça va pas. Elle a combien de mois à ce moment-là quand vous rentrez en guerre? Elle a un gros mois. Elle a un gros mois. Elle a un gros mois, oui. Ah oui, ça commence très rapidement. Et on a les rendez-vous rapidement parce que oui, c'est urgent. C'est urgent, quoi. Ouais. Et on continue les tests, puis on apprend quand même qu'il y a des choses qui passent, des sons qui passent, des sons qui ne passent pas, et puis ça s'affine au fur et à mesure. Et puis elle a appareillé à ses 2 ans, et donc on sait qu'elle entend jusque telle fréquence, tel hertz, et que les aigus ne passent pas, quoi. Voilà. Et quand tu lui parles, elle t'entend? Elle entend mieux papa que moi, parce qu'il parle plus avec une voix grave, et moi j'ai plus d'aigus dans ma voix, mais elle n'entend pas au-delà de 4000, voire potentiellement 2000 Hz, donc c'est plus des sons aigus, des ch, f, ps, etc. Ça, elle entend? Ou ça, elle n'entend pas? C'est difficile à dire. Potentiellement pas ou pas bien. Et donc, est-ce que sien, mien, fien, tien, est-ce qu'elle distingue ou est-ce que c'est juste tout des yens? Ah oui. Voilà. Et tu lui parles en langage des signes? Alors, on a commencé le langage des signes. Elle avait... on peut encore partir dans tous les sens. Elle était suivie sur un centre Comprendre et Parler à Bruxelles qui est génialissime, où on a fait tout un tas de tests. C'est là qu'elle a ses appareils auditifs et donc elle entend mieux grâce à ça. Et on avait une logo qui venait à la maison. C'était le seul thérapeute qu'on avait qui venait à la maison, donc dans le cadre de vie de l'enfant. Pas besoin de courir dans tous les sens. En plus, quand elle était chez ma mère, elle allait chez ma mère. Génial. Le jackpot total, quoi. Ouais. Et elle lui apprend en jouant, avec ses jeux, avec ce qu'elle est en train de faire. Elle lui apprenait la langue des signes. Et toi aussi, tu dois apprendre. Et nous aussi. Mais nous, on a pris des cours en parallèle. Donc, on a déjà notre niveau 1. On a pris des cours en parallèle avec papa pour essayer d'anticiper un peu le truc si jamais elle devait parler avec la langue des signes. Et aujourd'hui, quand tu lui parles en face d'elle et tu lui fais des signes. Elle regarde beaucoup la bouche, mais en fait, il y a des petits sons qui sortent. Ah oui. Donc, elle dit des petits mots aujourd'hui. Papa, maman, et alors elle signe encore, c'est fini. Elle me dit je t'aime, par exemple. On communique, en fait. Elle parle et elle n'a pas besoin de parler dans la mesure où elle me télécommande. C'est pas nécessaire pour elle. Elle me fait faire tout ce qu'elle veut. Et elle fait faire tout ce qu'elle veut à tout le monde. Parce qu'elle marche. Elle marche pas. Ah. Elle marche avec son cadre de marche. Ok. Parce qu'elle manque de renforcement musculaire. En fait, ça atteint la zone... Elle est IMC, donc elle fait partie de la case. J'aime pas les étiquettes, mais de la catégorie des enfants IMC, c'est infirmité motrice cérébrale. C'est ce que... Voilà. Et donc, elle manque de renforcement musculaire. Et donc, on va chercher des miettes et des grammes de renforcement musculaire. Et donc, aujourd'hui, elle peut se déplacer dans la maison avec son cadre de marche. Mais pas encore en autonomie, et elle a 3 ans. C'est dur. Elle est debout dans son cadre de marche? Elle est debout et elle se tient. Elle tient. a un petit harnais et elle se tient? Elle n'a même plus besoin du harnais. En fait, c'est comme les personnes âgées avec leur tribune. Ok. C'est le même. Ok. Voilà. Elle est à ce stade-là. Mais elle marche. Elle marche. Elle marche. On avait dit que moins de 5% de chances qu'elle marche, elle marche. On avait dit qu'elle serait aveugle. Elle n'est pas aveugle. Elle n'est pas sourde, elle est malentendante. Voilà. C'est pas pareil. Et la conscience, crois-moi que elle a conscience. C'est une peste. Elle a un de ses caractères. Elle est là. Elle est en vie. Elle en veut. Elle est déterminée. Elle est résiliente. Elle est forte. Elle est impressionnante, cette petite. Ben oui, sans blague. Ah ouais, impressionnante. Elle en veut, en fait. C'est elle qui va chercher chaque étape.
on est là pour la pousser, on est là pour l'accompagner, mais nous, en fait, on est quelque part juste ses instruments. C'est elle qui est le moteur d'absolument tout. C'est pas toi qui fais à sa place. Absolument Non. pas, c'est elle qui en a envie. Et nous, Ouais. on est juste là pour aller continuer de la tirer au maximum, mais c'est elle qui a l'initiative d'absolument tout. Elle est impressionnante. Elle est impressionnante. Elle est impressionnante, vraiment. Mais donc, Deva, à 1 mois, donc là, vous commencez à faire tous ces tests les Oui. uns après les autres. Donc, en fait, vous vous raccrochez à des choses qui sont maintenant concrètes. Et, enfin, peut-être des petites victoires, en fait. Tu te raccroches à Oui, toutes ces petites Exactement, victoires. exactement. On essaie de savourer toutes ces petites choses et de se rassurer et d'aller Te rassurer. voilà, d'aller d'étape en étape en se disant bon, ok, un gosse maintenant il fait quoi? Il doit tenir sa tête. À peu près à quel âge? Et en fait, on arrive à des questions alors qu'on avait été parents une première fois qu'on ne s'était jamais posées parce qu'on n'était pas des parents stressés avec Taël. On l'a laissé grandir comme il grandissait et donc il n'a pas fait du 4 pattes tout de suite parce qu'en fait, il a marché très, très, très vite. Mais il faisait pas de 4 pattes, il a fait du 4 pattes après. Mais en fait, je me suis jamais tracassée. Mais oui. Il faisait quand... En fait, je me suis toujours dit, c'est quand c'est le moment. Mm. Et là, on allait voir sur Internet à quel âge un enfant est censé tenir sa tête. Et donc, on allait se conformer à des espèces de standards en disant, oh, mon Dieu, punaise, elle a 2 mois, 3 mois, elle devrait... Bah oui, en fait, elle ne suit pas une courbe tout à fait Non. classique. Mais on s'accroche. Ok, c'est bon, maintenant, elle arrive à tenir la Mais tête. avec la Maintenant- kiné Bobat, du coup, elle te guide un petit peu. Exactement. C'est ça. Oui, oui, elle était là. Et les premiers exercices chez sa kiné, c'était d'apprendre à tourner la tête. C'est fou. Ça, c'était le premier exercice, on s'en souvient toute notre vie. Quand tu vois ce qu'elle fait aujourd'hui, le haut du corps, il est pratiquement OK. Et Full en fait, c'est autonomie. elle qui l'a appris à le faire. En fait, elle n'était pas en capacité au moment Non. où on t'a Non. annoncé le diagnostic. Elle n'a pas les réflexes, en fait. On a dû, par exemple, lui apprendre à mettre sa main quand elle tombe. Ah oui. Tu vois, il faut tout lui apprendre. Et la kiné Bobat, elle sait. Et d'ailleurs, elle est impressionnante. Mais parce qu'elle a aussi fait un peu notre accompagnement psychologique, parce Mais qu'elle nous rassurait à chaque évidemment. étape. Mais en même temps, elle est confrontée systématiquement à des parents avec des situations dans cette situation compliquée, confrontée à un système qui est complètement défaillant, sans aide, sans appui, sans etc. Donc, Parce que là, elle sait tu bascules dans un monde que je ne connais pas. C'est ça. Je suis démunie et sans aide, dans un monde que je ne connais pas, complètement apeurée, parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est contrôler. Et je le sais, je me connais. Mais évidemment. Je m'auto-analyse souvent. Je me connais, je sais qui je suis. Et moi, je contrôle les choses, je maîtrise. J'ai une to-do list, tu vois. Au Mais boulot, oui. j'ai une to-do list. Et je barre quand j'ai fait un truc. Et ça j'aime bien, je maîtrise. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai appris à vivre au lâcher-prise beaucoup plus. Ah bah oui. Parce T'as que pas le choix. t'as pas le choix. Parce qu'en fait, je ne maîtrise rien, Rien. et je ne sais rien. Non. Et ça, il faut l'accepter. Donc, c'est un travail gigantissime. Et il faut faire avec. Et on apprend avec elle. On apprend, on y va d'étape en étape. Et on savoure chaque victoire. Et elle est capable de faire ceci, elle est capable de faire cela. Elle est capable de prendre une petite pièce avec la pince et d'apprendre ceci chez l'ergo. Et de faire un petit truc en plus chez la logo. Et on se partage en termes d'organisation pour réussir à faire tout. Heureusement, honnêtement, les grands-mères nous aident énormément. Sinon, Mais tu t'en ce ne sortirais serait pas possible. Tu pourrais pas travailler. Je ne pourrais pas travailler si j'avais pas Nani et Nanou qui sont d'une aide précieuse. On les embrasse très Et fort. ma grand-mère aussi qui est en super forme et Mais qui aide toutes ma ces maman. femmes autour de toi, t'as un village près de Oui, toi. j'ai un village, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Ça, c'est cool. Ouais, vraiment. Ce qui doit probablement aussi porter très fort Deva, Ah oui. d'avoir toutes ces femmes. Ah oui, 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 parce qu'elle a de bons modèles et Et elle les sont dirige toutes à la baguette impliquées- aussi. Elles sont toutes impliquées à faire évoluer Deva. Ah oui, oui, parce que ma mère, ma belle-mère, elles vont aussi aux séances de kiné. L'une prend un peu plus le relais pour ça, l'autre un peu plus pour ça. Et en fait, c'est marrant parce que chez ma maman, c'est un atelier complet de psychomotes. Et ma mère a même inventé une espèce de petit couloir. Tu vois, les espèces de petits couloirs de Ah revalidation. oui, oui, oui. Eh ben, ils sont dans la construction. Donc, en fait, elle a acheté des tuyaux qu'elle a fait souder à mon père, etc., pour lui créer un petit couloir de marche. Comme ça, elle peut. Comme ça, elle peut s'entraîner. déambuler. Exactement. Et elle y arrive. Et elle y arrive. Incroyable. Incroyable. Et elle arrive à tenir ses petites mains sur. Oui, parce qu'en fait, elle n'a pas... c'est ça qui est compliqué. Donc, quand il y a une atteinte, on sait si c'est, par exemple, une hémiparésie, si c'est un hémicorps ou les deux qui ont été atteints. Déjà, l'atteinte, elle a été diffuse. Ah Ces oui. petits feux d'artifice partout. Et donc, on ne savait pas nous dire, elle risque d'avoir un côté plus faible. Ah oui. Juste, je mets des guillemets, parce Oui. que c'est très compliqué pour les parents qui vivent ça, on en connaît, d'aller chercher le renforcement du côté atteint. Mais il y a un côté qui est tout à fait sain Ah et oui. qui prend le pas. Ok. Et nous, en fait, les deux côtés sont affaiblis, mais la droite beaucoup plus parce que l'atteinte est surtout du côté gauche, Ok. mais il y a un petit feu d'artifice Mm. partout. Et donc,
On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Ça peut être un peu plus d'un côté que l'autre, un peu plus en haut qu'en bas. C'est les 4 membres qui sont atteints, c'est potentiellement même pas savoir tenir son cou. Tout était envisageable en fait. Et finalement, Et finalement, le haut du corps est assez mobile. Elle n'a pas de précision à droite, donc par la force des choses, elle sera gauchère parce qu'elle a un peu plus de précision. Ok, on s'en fiche. Oui, on s'en fiche. On s'en fiche. Oui. Et Elle les s'est petites restée jambes, assise. elle reste assise très très bien. Ah oui. Elle reste assise dans la vraie position assise parce que là, je suis assise sur la chaise, mais j'ai mes pieds qui touchent le sol et donc j'ai un appui. Ah, Être oui. vraiment assis, c'est être assis avec les jambes dans le vide et être capable de ne pas tomber en avant. Ok. Et donc, en fait, on apprend tout un tas de trucs Bah oui. et on travaille plein de choses. Et nous aussi, on a débarqué dans un monde qu'on connaissait absolument pas, mais que, voilà, maintenant on maîtrise un peu plus, quoi. Ouais. Parce que c'était essentiel pour pouvoir la suivre. On est allé jusqu'à commander des diapasons pour pouvoir faire vibrer à côté de son oreille pour essayer de l'éveiller à des sons. C'est ça. On s'est ouvert à un monde et on a cherché des solutions, on a frappé à des portes. Enfin, c'est tout, en fait. Qu'est-ce que tu conseiller, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des parents qui vivent une situation pareille? Quelle porte est-ce qu'on peut aller enfoncer? Quelles aides est-ce qu'on peut aller demander dans des cas comme ça? Alors, c'est une double question que tu poses là. La phase, quelles aides, ça c'est compliqué. Parce qu'en fait, quand on est sorti de l'hôpital avec Deva, avec ces diagnostics-là, on est rentré à la maison. Il n'y a personne en fait. Il n'y a personne qui t'aide, il n'y a personne qui t'encadre. Il y a peut-être des structures, mais il n'y a personne qui vient t'aider. Donc tu es seul face à toi-même. Donc essayer d'aller voir des associations de parents qui ont des pathologies identiques à ton enfant. Nous, par exemple, on n'est pas du tout aidés parce que c'est la vie qui gère ça. Deva, elle a 3 ans. Et en fait, elle n'a toujours pas de reconnaissance de handicap, la petite. Donc, on n'a aucune aide financière. Mais comment c'est possible? C'est la grande question. Tous les thérapeutes qui entourent Deva depuis sa naissance, à chaque fois, quand tu rentres un dossier à la VIC, on a rentré un premier dossier, il faut des rapports de ces fameux thérapeutes. Ils ont tous rendu leurs rapports. On a été rejetés. Et donc, les thérapeutes nous ont tous dit, notre dossier a été rejeté, donc elle n'est pas validée, elle n'a pas de reconnaissance de handicap. Mais comment c'est possible? Et donc, tous les thérapeutes sont tombés sur leur cul en disant, mais quoi? Non, c'est pas possible. Donc, en fait, introduisez un recours. Donc, on a introduit un recours. On a été rejetés. Donc là, ils ont refait un dossier, mais plus sévère, en disant, mais non, tout le monde a rendu des rapports, c'est pas possible. On a été rejetés encore. Et donc là, on arrive au bout des recours. Donc, on doit recommencer la procédure à zéro. Mais maintenant, elle est Deva a 3 ans. Elle a 3 ans et il n'y en a aucune aide financière. Et quand tu vas faire des séances d'ergo de 45 minutes et 52,50 €, c'est toutes les semaines. La dépense, alors on a la chance. Je peux me le permettre financièrement. J'ai cette chance. Ouais. Mais d'autres parents ne pourraient pas faire ce qu'on fait. Les multiples déplacements sur Bruxelles. Bah oui, alors t'arrêtes de bosser, mais il faut un salaire aussi. C'est compliqué. Oui, t'as pas les tables de... Ah oui. Après, tu as des interventions au niveau de la mutuelle. Donc ça, c'est chouette, mais il faut des prescriptions. Ouais. Donc on est sur un centre de revalidation sur Quirico à Bruxelles qui est juste exceptionnel. Donc en fait, le monde médical, pour moi, c'est compliqué. Mais tous les spécialistes qui nous entourent, on a une confiance absolue parce qu'on a la chance d'être encadrés, que ce soit pédiatre, kiné, logo, ergo, le centre à l'école où elle est maintenant. Ils sont juste incroyables et on a la chance de pouvoir y être. Mais tu as aussi toute cette force, tu as ces connaissances. On se renseigne en fait. Mais les gens qui n'ont pas cette capacité-là pour X ou Y raison... L'enfant reste là où il est. Si tu n'as pas les moyens, ton enfant il n'évolue reste... pas. Et effectivement, peut-être qu'il reste un enfant sans conscience. Et même si tu n'as pas la force de caractère et que tu restes juste à terre, c'est le premier stade auquel on était, à terre. Si tu ne te relèves pas, en fait, comment tu pousses ton enfant? C'est ça. Et donc, c'est ça que je trouve assez dommage. Et je me dis, il faudrait un peu plus de psychologie pour approcher les parents dans des situations compliquées comme ça. Mais donc, oui, le message que je voudrais véhiculer, c'est finalement, c'est des épreuves. Ça va être compliqué, faut pas se mentir. Ça va être difficile, c'est un vrai combat. Parce que là, t'es au tout début. C'est un marathon, c'est l'UTMB même, c'est compliqué, mais on va y aller et il faut tenir bon. Donc, je pense que c'est important pour les parents d'entendre ça. Il faut tenir bon. Si vous voyez que votre enfant, il en veut, qu'il y a de l'espoir, en fait, battez-vous. Peu importe ce qu'on vous dit, battez-vous et allez-y avec votre enfant à fond, n'ayez pas de regrets. Prenez du temps pour vous, parce que plus vous serez fort et prêt, mieux vous aiderez votre enfant. N'ayez pas peur à vous faire aider aussi. Allez chez un psy, c'est pas pour les fous. T'es allée, toi? Je suis allée au bout de 2 ans, parce qu'en fait, j'avais pas le temps. Ouais. J'avais pas le temps d'être en burn-out. T'as pas le temps pour ça. T'as été en burn-out? Non, ouais. Ou peut-être, oui, j'en sais rien. Tu sais pas. Mais j'avais pas le temps d'aller mal. C'était la guerre. Et en guerre, tu commences pas à chercher. Et j'avais pas le temps de me poser, de décanter surtout. Il fallait pas que je flanche et donc il fallait qu'on reste dans ce mode-là. Et t'as ton aîné surtout. Et il y a le grand qui était là. Et il fallait assurer pour le grand aussi. Donc on a tout fait pour faire des examens la journée, pour que lui ne voit rien. Parfois on l'a emmené pour qu'il comprenne qu'on n'allait pas à Walibi avec la petite quand on le laissait lui chez les grands-parents.
Il fallait compiler, même si on était fatigué quand elle faisait sa sieste, on continuait à faire des puzzles avec lui pour qu'il garde les mêmes moments qu'avant. Donc, préserver l'équilibre de famille. Si je peux me permettre de donner un conseil, je sais qu'on le sait et que les femmes et les hommes ne viennent pas de la même planète, de la même galaxie, du même monde, du même univers, mais accepter que finalement, madame, monsieur ne vivent pas les choses de la même manière. T'as été confrontée à ça? Moi, je suis confrontée à ça. On est très soudés avec Guillaume et on traverse cette épreuve à deux et heureusement, on est très soudés et on parle beaucoup. Ça, c'est notre force, c'est la communication. Mais par contre, on n'a jamais eu autant de disputes que depuis parce qu'en fait, tu es fatigué, tu es épuisé, tu as peur. Et quand tu évolues dans un climat de peur, tu vibres très très bas et là, ça devient compliqué. Et en fait, je me rends compte qu'on savoure les choses de la même manière, mais il les savoure plus longtemps. Et moi, je suis vite, tiens, ok, maintenant elle fait ça, la suite. Et parfois, ça crée aussi des climats de disputes. Et donc, ça, c'est important, c'est accepter que l'autre ne vive pas les choses de la même manière, et tant mieux, parce que c'est grâce à cette complémentarité que finalement, on tient la route aussi. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment des messages qui sont importants. Et ne doutez pas de vous, de votre capacité en tant que parent. Allez-y, foncez. Et alors, si je peux encore me permettre juste de dire... Tu peux te permettre tout. Toutes les émotions, elles sont OK. Et c'est important de le dire et de le valider. Et si je prends mon exemple, parce que maintenant, je peux me permettre de le dire, j'ai pris un peu de recul par rapport à ça. Quand on a appris que Deva serait potentiellement ce qu'ils avaient énoncé, on s'est posé la question, mais est-ce qu'il aurait fallu la réanimer? Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça aurait été pas préférable qu'elle ne vive pas? Et puis tu te dis, mais bon sang, comment j'ai pu oser seulement penser ce genre de choses? Là vient l'émotion phare des parents, la culpabilité, et là tu passes par le regret, par plein d'émotions négatives en disant, mais non, mais si, c'est OK en fait. On a le droit. Oui. En tant que parent, quand on vit des épreuves comme ça, je voudrais juste passer ce message, c'est OK d'avoir ce genre d'émotions. On est juste des êtres humains aussi, c'est pas facile, on a des hauts, des bas, acceptez-le et vous serez juste plus fort. Et voilà, on a besoin de passer par là pour pouvoir rebondir et accompagner notre enfant dans ses besoins spécifiques. Merci pour ces mots. Non, mais c'est le courage d'oser dire ce qui t'a traversé, ce qui a traversé ta tête, parce que je suis certaine que je ne suis pas la seule, qu'on n'ose pas le dire, parce qu'on a peur, parce qu'on a mal. Et en fait, on est les premiers à avoir mal, d'avoir seulement osé le penser une fraction de seconde. Et là, je donnerais ma vie pour mes enfants, pour ma fille, tellement je l'aime plus que tout, je ferai tout pour elle. Mais à un moment donné, c'est tellement dur qu'il faut oser le dire. Oui. Et c'est OK, les émotions, c'est OK. Et plus vite on les accepte, plus vite on est en harmonie avec nous-mêmes, on digère ça et on est serein. Parce qu'il ne faut pas vivre avec ça, parce que ça nous bouffe. Et on n'a pas besoin de ça, on a besoin d'avancer sereinement, c'est important. Sereinement, c'est... Le plus sereinement possible. Oui, c'est ça. Et se rendre compte qu'il peut y avoir du bonheur dans toutes les situations, même les plus compliquées qu'elles soient. Ton enfant, il est là, il a envie, il est quand même en bonne santé, il te fait des sourires, il te dit « je t'aime ». En fait, on peut toujours aller chercher du bonheur dans toutes les situations. Elle est incroyable. Bientôt, elle va marcher et bientôt, elle va parler. Et bientôt, on va continuer à vivre cette expérience compliquée et on va l'accompagner, mais bientôt, elle va tout faire à sa manière. C'est ça. Différemment. À sa manière. Différemment, mais elle va tout faire. C'est ça. Voilà. Quel est l'avenir de Deva Est-ce qu'elle pourra pas aller à l'école ou maintenant, elle a fait sa grande rentrée le 25 comme tout le monde. En fait, elle a été à l'école. Exactement. En fait, elle est dans un centre de revalidation type 4. Génial. Je sais pas si je peux faire la pub, je sais pas si on peut faire ce genre de choses. Mais moi, je prends parce qu'il y a peut-être d'autres parents. Elle est sur le centre de revalidation Cotan à Gosselies. Et en fait, il y a et la revalidation type 4, donc c'est vraiment la revalidation physique-motrice, et la scolarisation, donc elle a les deux en fait. Et sur place, tu as tout. Tu as les madames d'école, mais tu as les thérapeutes, logo, kiné, ergo, tu as la médecine physique, tu as absolument tout. Tu as les bandagistes qui sont sur place. Et donc, quand tu as besoin d'un appareillage, de refaire des attelles, d'avoir une station debout, d'avoir un cadre de marche, un motilo, peu importe, tu as tout sur place. Et en à peine un mois qu'elle y est, nous, on voit déjà des progrès de dingue. On côtoie plein de parents, leurs enfants sont là. On leur avait dit aussi, votre enfant ne marchera pas. Une autre maman de la petite fille dans la classe de devant, on leur avait dit, votre enfant, son espérance de vie, c'est quelques semaines, ne vous y attachez pas. Et la petite, elle est là, elle marche, elle parle. En fait, il y a plein d'expériences compliquées comme la nôtre. Et en fait, ils font des miracles. Ce centre, il est génialissime. Il fait des miracles. Tu la déposes le matin et tu la récupères à 15h30. Je dépose à 8h30, je la récupère à 15h30 et elle vit sa meilleure vie. Et elle peut rester là des années? Elle peut rester là jusque 12, 13, 14 ans. On permet un petit décalage, puis il y a les secondaires, j'imagine. Mais en fait, l'avantage, c'est que au bout de 2 ans, ils font des évaluations, ils font des tests de QI pour les enfants. Et puis, ils accompagnent l'enfant.
vers une réorientation. Donc, si l'enfant, finalement, il y a une déficience mentale qui accompagne le trouble physique, ils peuvent le réorienter vers un enseignement de type 1 en léger ou 2 en modéré sévère. Si l'enfant, en fait, c'était juste une déficience physique et que là, voilà, il est remonté dans le train, il marche, il peut, mais que niveau mental, tout va bien, ils accompagnent l'enfant à retourner dans l'ordinaire. Ah oui. Et si, en fait, l'enfant, ça va, mais qu'il a encore besoin de rester dans la structure, eh bien, il peut terminer... il y a 5 groupes et il peut terminer dans le dernier des groupes. Et donc, en fait, le champ des possibles est là. C'est ça. Et c'est ça qui est génial. Alors, bien évidemment, on a des espérances. On espère qu'à un moment donné, le physique va prendre le pas et que les thèses vont révéler qu'elle peut retourner en ordinaire et qu'elle aille à l'école avec son frère. Je ne sais pas aujourd'hui. Mais je ne sais pas. Et j'essaie de vivre avec je ne sais pas. C'est ça. En me disant, une étape à la fois. Elle est là. Elle vit sa meilleure vie, elle revient de l'école avec de la peinture sur les doigts dans les cheveux. Et moi, je vis ma meilleure vie parce qu'elle s'éclate et elle adore y aller. Évidemment. Et elle adore, c'est son monsieur et c'est madame. Et en fait, elle est heureuse. Cette petite, elle est heureuse. Et en fait, c'est ça qui est génial. C'est que ce genre d'enfants, en fait, on nous avait dit, c'est des combattants, c'est des guerriers. Mais ils ont une force de vie et une résilience à toute épreuve. C'est ça. Parfois, c'est elle qui nous remonte le moral. Évidemment. Voilà, ils sont incroyables. Il faut avoir confiance en eux et les suivre. À fond. Ils montrent le chemin, en fait. À fond. Ouais. Et toi, Loredana, comment tu vas? Je vais bien. C'était quand même un peu émouvant de reparler de tout ça, bien évidemment, mais je vais bien. Je vais bien, je fais mon petit bonhomme de chemin, j'ai évolué, je suis plus calme, plus résiliente, je relativise beaucoup plus. Et en fait, malgré cette situation compliquée, je remercie finalement l'univers de m'avoir mis ça sur la route dans la mesure où aujourd'hui, je vois la vie différemment, je profite de la vie différemment et je me réjouis de chaque petite chose. Et je me rends compte que, contrairement à ce que je croyais, rien ne m'est dû dans la vie. Quand mon enfant, le premier, est arrivé en bonne santé, c'était normal, ça m'était dû. Mais il n'y a rien qui est dû à personne. Et je n'ai jamais mesuré la chance que j'avais dans la vie. Aujourd'hui, je mesure la chance que j'ai. Et voilà, ça nous fait grandir. Par la porte ou par la fenêtre, ce genre d'expérience, ça te pousse à être une version évoluée de toi-même. Tu n'as pas le choix. Tu as entamé une thérapie pour t'accompagner un petit peu dans ce cataclysme. Tu l'as fait 2 ans après parce que tu n'avais pas le temps. J'ai fait un peu plus de 2 ans après parce que je n'avais pas le temps. J'ai fait quelques séances. Et en fait, on en arrivait à la conclusion où le thérapeute a dit « Vous avez déjà analysé bien la situation. Il n'y a pas de déni, je sais très bien. C'est juste que j'avance dans le brouillard et je continue de me taper la tête dans le brouillard. Incliner un peu la tête et rester dans le brouillard parce que le brouillard, je vais continuer d'y être, mais il me fait juste plus mal. Et là, maintenant, c'est dans cette situation-là que j'évolue. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ça va évoluer. J'ai mes certitudes, mes pseudo-certitudes en me disant oui, c'est plutôt des volontés. Elle va marcher, elle va parler, elle va y arriver parce qu'elle est forte et parce que c'est tout ce qu'on lui souhaite. On souhaite le meilleur pour son enfant. Mais on continue à évoluer dans ce climat d'incertitude, mais sans avoir cette boule au ventre tous les jours. Tu te sens plus sereine. Et alors, à nouveau, dans cette idée de qu'est-ce que tu véhicules comme message, il y a des jours, ça va mieux que d'autres. Et ça aussi, c'est OK. Il faut accepter la situation. Il y a des jours où on est plus fort que d'autres. Et quand ça va pas, on prend un peu de temps pour soi et puis on revient juste plus fort et on continue d'avancer sur notre petit chemin, quoi. Et tes 2 enfants, ils arrivent à entretenir une relation? Oui. Elle est magnifique, la relation entre eux. Quand on est rentré à la maison, au bout d'un mois, on est sorti de l'hôpital, quand elle est arrivée, il a vu la petite, il était super heureux et il lui a dit « T'en fais pas, moi je suis ton grand frère, je suis là, je vais t'aimer, je vais te protéger. » On a pleuré et on s'est dit « Waouh, ok, ça va, il est là, il a compris. » Et en fait, quand parfois les gens ils sont pas délicats, parce que ça aussi on n'en a pas parlé, mais parfois les gens ils te disent pose-la par terre, ce gosse, elle va marcher, elle est toujours à bras. Tu sais, les gens qui se permettent comme s'ils savaient tout, alors que non, en fait, voilà. Ils désamorcent toutes les situations en disant mais non, en fait, tu sais, ma petite sœur, elle a eu un bobo à la tête à la naissance, donc elle a besoin d'un peu plus de temps que les autres enfants. Point. Loulou. Simple, efficace. Et donc voilà, il est d'une grande aide. Et il lui apprend à compter, il lui apprend l'alphabet en chantant, il lui montre comment mettre le triangle dans le triangle. Il a une patience et il est gentil, un peu trop. Parce qu'elle a la main longue et elle a un sacré caractère et donc elle a tendance un peu à le choter quand même. Et donc je me dis heureusement que j'ai un petit garçon aussi doux, gentil, empathique pour une petite fille avec ce caractère assez trempé. Donc c'est une belle harmonie. Et non, ça se passe bien, ça se passe bien. Le petit, on avait décidé à un moment donné d'aller voir quelqu'un aussi pour s'assurer que tout était OK pour lui. Et en fait, il a parlé de toute autre chose. Pour lui, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il n'y a pas de stress. On a vraiment mis des airbags à tout bout de champ pour être sûr que lui ne soit pas impacté.
Et je pense que voilà, on a réussi dans ce rôle-là. C'était vraiment un point d'honneur. On ne veut pas que plus tard, ils se disent, en fait, mes parents m'ont complètement laissé de côté, abandonné. Ils sont concentrés uniquement sur... Exactement. Et ça, c'est important parce qu'on a entendu plein de situations où quand il y a un enfant avec des grands besoins, le reste de la fratrie a tendance à être mis de côté. Et non, il continue à avoir sa place à part entière. On l'aime toujours tout autant et encore plus. Ça grandit de jour en jour. Oui. Et il y a une belle harmonie. Il y a vraiment une belle harmonie. Et le regard des autres? Je m'en cale complètement. Vraiment, toujours. C'est mon regard à moi, en fait, qui était plus compliqué. Et donc, au départ, je m'interdisais des événements. Du style, on va pas à un anniversaire parce que je sais qu'il y a des petits-enfants qui ont 1 an et demi. Et en fait, c'est l'âge où ils marchent. Et moi, je sais pas si ma fille va marcher. Et je m'interdis parce qu'en fait, pour la cacher elle. Pas pour la cacher elle, parce que je n'ai aucun souci avec ça. C'est plutôt pour me protéger moi. Ah oui. D'être confrontée. Exactement. À l'évolution d'enfants du même âge. Voilà. Et ça, c'est parfois pas facile de faire comprendre en disant mais tu dois pas être gênée de ta fille. Regarde tout ce qu'elle fait. Tu dois être fière d'elle. C'est pas gênée que je suis. Non, en fait, je suis pas gênée d'elle. Je suis fière d'elle. Je dirais, elle a montré au monde tellement. C'est un modèle pour tellement de gens. C'est un modèle de résilience, de force, de courage. Je suis pas gênée de ma fille. Je suis fière. C'est juste que moi, j'avais besoin de me protéger et j'ai estimé que j'avais le droit d'être égoïste et de ne pas me présenter, de ne pas me pointer à certains événements parce que j'avais besoin de me protéger. Et j'ai estimé que j'avais le droit de me protéger et j'ai pris ce droit, j'ai exercé ce droit. Et parfois, les gens ne comprenaient pas. Mais en fait, ça, c'est leur problème. Oui. C'est pas le mien. C'est pas le tien. C'est pas le mien. Non. Voilà. Et ça s'est un petit peu apaisé ou tu penses que tu vas être confrontée à ça Non, ça s'est apaisé maintenant. Ça s'est apaisé. Après, je fais davantage de choses aussi, donc c'est plus facile. Mais c'est chouette que tu le dises parce que c'est vrai que je pense que ça doit être aussi extrêmement difficile à gérer. Oui, c'est difficile à gérer. Regarder les autres enfants évoluer. Oui, parce que tu as l'autre petit enfant qui fait des puzzles. Et toi, elle ne sait pas parce que c'est pas qu'elle n'a pas le mental pour le faire, c'est juste que l'appréhension est encore compliquée. Les enfants à cet âge-là, c'est un super âge. J'ai eu un grand, donc je sais qu'à 3 ans, on parle, il faisait des petites phrases comiques, il inventait des mots. C'est la phase où, en fait, t'es pote avec ton enfant, tu discutes avec lui, il te raconte des choses, mais trop drôles, en fait. Et là, on ne l'a pas encore, mais ça va venir. Ça prend le temps. Ça va prendre juste... En fait, elle est décalée. Ça va prendre du temps, mais on va la voir. Et il faut l'accepter. Et tout est une question d'acceptation, de lâcher prise. Et on en revient toujours à la même chose, mais c'est vraiment ça. Il faut apprendre à lâcher prise et accepter... que les choses prennent simplement un peu plus de temps. Tout à fait. Et de ne pas hésiter à nouveau à être égoïste quand c'est nécessaire parce qu'une maman forte, elle en a besoin. Et si moi je suis atteinte et que je pleure quand je vais au baptême de quelqu'un, je ne vois pas ce que ça va apporter à ma famille. Non, en fait. C'est ça. Et donc quand j'en avais besoin, j'ai pris mes distances et ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, j'ai plus de soucis avec ça, mais si c'est nécessaire, ce message doit être véhiculé aussi parce que c'est important. Oui. Et si un jour j'ai besoin de reprendre ce moment pour moi, je le referai sans hésitation. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? À part tellement de bonheur. Ou est-ce que tu as envie de dire quelque chose d'autre? Non, juste que j'aime ma famille, que je suis fière de mon fils, je suis fière de ma fille, j'aime mon mari, on est heureux. Et je nous souhaite juste de continuer à être heureux comme ça, à réussir à continuer notre petit bout de chemin. Tout à fait. Et j'espère que mon fils trouvera sa voie. Parce qu'en fait, moi, je suis juste là pour l'accompagner sur son petit chemin de vie. J'espère qu'il trouvera sa voie et j'espère que ma fille aussi et que... Elle n'aura pas de limitation, qu'elle aura le choix de faire ce qu'elle veut et qu'elle sera heureuse, tout simplement. C'est tout ce que je vous souhaite. Ouais. J'embrasse très très fort Deva. Merci. Son grand frère, ton mari, oui. Toi Loredana, pour... mais merci. Merci à toi. Du fond du cœur. Mais là, encore une fois, cette semaine, j'ai eu une semaine incroyable où j'ai pu encapsuler des histoires de femmes. Et donc, je suis... incroyable, de force, de courage. On a levé le voile sur tellement de sujets, tellement de tabous. Là, aujourd'hui, je suis encore extrêmement fière de pouvoir exercer ce métier, de pouvoir transmettre ces messages. Mais merci à toi du plus profond de mon cœur. Merci à toi d'exister et de nous permettre à nous de véhiculer ce message. Tu aides tellement de gens à travers ton podcast. C'est vous qui le faites. Merci à toi. C'est vous qui transmettez vos histoires. En tout cas, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Force à nous toutes. Ouais, force à nous toutes. À très bientôt, Loredana. À bientôt. Merci. Merci. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Planète Daron. J'espère qu'il vous aura plu, touché, rassuré, déculpabilisé ou peut-être même inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez plus une seconde à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez aussi noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préf. C'est vraiment la meilleure façon de me soutenir et de faire grandir ce podcast. Merci d'être là.
Et je tiens à remercier une fois de plus Sparren de soutenir Planète Daron. C'est aussi grâce à eux que cet épisode existe. C'est à consommer sans modération, alors profitez-en. Et surtout, prenez soin de vous, vraiment soin de vous. À très vite pour un nouvel épisode Axe.